Dans un village d'un monde fantastique, on dit que cet endroit déteste une certaine personne. La plupart des habitants vivent paisiblement entre eux, et un enfant joue joyeusement avec sa mère. Jusqu'à ce que cette personne passe avec une énergie sombre, changeant complètement l'atmosphère parmi les habitants. Et même s'il ne représente apparemment aucun danger, il est de bon sens de ne pas le regarder. Après tout, c'est normal quand on parle du récupérateur de cadavres. Et dans ce monde, un récupérateur de cadavres est définitivement quelqu'un de détesté. Quelque temps plus tard, ce garçon arrive dans une boutique d'objets. Et en entrant, effrayant tout le monde, le commerçant lui demande ce qu'il veut. Naturellement, les clients commencent à partir. Mais sans se soucier de rien, le garçon pose un sac sur la table et en sort ce qu'il veut vendre. Pour le commerçant, cependant, apporter une charge de déchets n'est pas une bonne chose. Par conséquent, pour quelqu'un comme lui, 3 pièces de cuivre sont jugées suffisantes, ce qui ne représente que 20% du prix du marché. Le garçon, à son tour, crie qu'il n'acceptera pas ce vol, mais le commerçant s'assure de lui rappeler qu'il n'est rien de plus qu'un récupérateur de cadavres miteux. Dans ce monde, il existe des êtres qui menacent la vie de l'humanité, appelés monstres. Et dans cette optique, ceux qui gagnent leur vie en chassant ces bêtes sont appelés aventuriers. Les aventuriers affrontent des monstres jour après jour à la recherche de matériaux de haute qualité et de grande rareté. En vainquant leurs ennemis, ils gagnent des niveaux, et même une simple différence de niveau peut entraîner un énorme changement dans la puissance d'une personne. En fin de compte, dans ce monde, les niveaux sont tout. Et dans un contexte où les niveaux sont un paramètre d'autorité, notre héros nommé Alka a été assez malchanceux pour rester au niveau 1 pendant très longtemps. Quelque temps plus tard, dans un marché voisin, le garçon a demandé du pain au boulanger. Et avec une énergie très agréable, l'homme le lui tend, disant qu'il en avait déjà mis de côté. Malgré cela, le moment de payer était préoccupant car il était déjà à nouveau à court d'argent. Soudain, le boulanger a fait remarquer que le garçon devrait cesser d'être un aventurier. Et avec une expression invitante, il a suggéré qu'il pourrait peut-être y avoir quelque chose de mieux pour lui. Cependant, le protagoniste sait qu'il est trop tard pour ça parce qu'il est déjà connu comme un pilleur de cadavres. Dès le début, le garçon a toujours rêvé d'être un aventurier. Mais quand il est finalement devenu un, il a appris qu'une malédiction lui avait été infligée. Depuis ce temps, il n'a pas été en mesure de gagner de l'expérience, ce qui rend impossible l'amélioration en vainquant des ennemis. La première fois que le garçon a vaincu un slim, un message est apparu disant qu'il n'avait pas réussi à acquérir de l'expérience. Par conséquent, il est devenu désespéré de savoir comment il pouvait devenir plus fort. Au début, il a décidé de continuer à vaincre des monstres. Malheureusement, les messages concernant l'échec à gagner de l'expérience ont continué à apparaître. Et le héros, qui s'est battu en croyant qu'un jour il serait capable de passer au niveau supérieur, a finalement compris sa réalité et s'est retrouvé à court d'argent. Alors finalement, sans même s'en rendre compte, il a fini par devenir quelqu'un qui fouillait les cadavres de monstres que d'autres aventuriers avaient tués, devenant ainsi une partie de la profession la plus misérable appelée récupérateur de cadavres. Comme les matériaux des monstres de niveau 1 n'ont aucune valeur, la seule façon de rester en vie est d'obtenir des ressources de monstres de haut niveau. Cependant, même en savourant son pain, un groupe a bousculé le garçon, faisant tomber sa seule nourriture. Et puis l'un d'eux marche sur sa nourriture pour rappeler au garçon sa place de déchet dans la société dans laquelle ils vivent, ce qui, même si c'était quelque chose de très cruel, ne semblait pas être rejeté par les gens au malheur du protagoniste. Le terme de charognard de cadavre est devenu populaire dans la ville, et il détestait tellement Alka qu'il lui était difficile d'obtenir un emploi normal maintenant. Cependant, le fait est qu'il voulait juste réaliser son rêve. Et peu importe à quel point les autres le méprisaient, s'il arrêtait de ramasser les cadavres, il mourrait simplement de faim. Par conséquent, dans l'antre du gobelin, le héros espère qu'il y a des corps qui valent de l'argent. Soudain, en chemin, il sent quelque chose de pourri, très différent de la normale. Et de façon inattendue, juste devant lui, il s'avère que c'est le corps d'un dragon. De plus, il semble que ce pourrait même être un monstre de niveau 200. Quoi qu'il en soit, Alka pense que ce n'est pas le moment de penser à ça car si c'est du matériel de dragon, le prix sera au moins 10 fois plus élevé que les autres. Évidemment, les parties les plus précieuses ont déjà été prises, et la seule chose qui reste est la poche puante. C'est un organe trouvé chez certains monstres qui sent si mauvais que personne ne veut les ouvrir. Soudain, en fouillant dans la poche, le héros réalise qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et quand il l'ouvre avec son couteau, un ensemble d'armures presque intactes est révélé, ce qui laisse évidemment Alka très surpris par la découverte. De façon inattendue, l'armure commence à émettre une énergie sombre intimidante lorsqu'il s'approche, alors le protagoniste comprend que ce n'est pas quelque chose qu'il peut gérer pour le moment. Cependant, une voix mystérieuse demande au garçon de la porter, et comme il n'y a personne d'autre autour, la pensée la plus logique est qu'elle vient de l'armure. Quoi que ce soit, cette armure est définitivement dangereuse, alors le garçon se prépare à courir. Cependant, à ce moment, il a le malheur de rencontrer une horde de gobelins. Déjà très inquiet de la situation, le héros essaie de comprendre quand les monstres sont apparus. Mais il réalise vite qu'il a fait une erreur en baissant sa garde pendant une fouille. En ce moment, ils sont tous de niveau 1. Tout comme lui, le héros n'a pas d'équipement approprié.
Et en plus de cela, étant en infériorité numérique, Alka croit qu'il va être tué. Dès la première attaque, un gobelin parvient à désarmer notre héros, et avec une expression effrayée, il comprend que c'est la fin. Il regarde tous les monstres devant lui, pleinement certain qu'il va mourir. Et c'est donc dans un endroit horrible comme celui-ci que sa misérable vie prendra fin. Toute la vie du héros défile devant ses yeux à ce moment, mais avant d'accepter son sort, la voix l'appelle à nouveau. Maintenant, l'énergie semble être encore plus forte, et le héros comprend qu'il sera probablement dévoré par l'armure. Cependant, entre être dévoré par des gobelins ou profiter du doute, il décide d'accepter l'offre. Après tout, c'est bien mieux que d'être dévoré par une horde de monstres. Sa volonté de la porter étant confirmée, l'enregistrement de la propriété est terminé et l'installation d'urgence est lancée. Par conséquent, même sans bouger, l'énergie sombre se dirige vers Alka, et soudain tout arrive, laissant les monstres avec une expression visible de peur sur leur visage. C'est parce que l'installation de l'armure des abysses a été réalisée avec succès. Ceci est l'armure des abysses, alors le héros demande s'il y a un allié à qui elle répond que les ordres du propriétaire doivent être obéis. Dans ce cas, Alka décide de faire confiance à ses paroles pour l'instant. Avec deux gobelins qui s'approchent, le héros remarque que l'épée est assez tranchante et similaire à celle qu'il utilisait autrefois. En fin de compte, ils sont de niveau 1 tout comme le protagoniste. Mais avec cette épée, il peut facilement les abattre. Et incroyablement, l'énergie du monstre est concentrée jusqu'à ce qu'elle quitte le corps sans vie et se transfère à Alka. D'autres gobelins chargent pour essayer d'attaquer notre héros, mais il les bête aussi instantanément, sentant son corps devenir plus léger. Et une fois de plus, l'énergie d'un monstre est concentrée dans le corps du protagoniste. Définitivement, son corps devient plus léger au point de ne presque plus se sentir lui-même. Ensuite, avec cette puissance, Alka charge et utilise sérieusement toutes ses forces pour vaincre les monstres restants sur le champ de bataille en un instant. Ainsi, après le conflit vient le calme alors qu'il réalise le fait qu'il va toujours parfaitement bien. Pour Alka, il était incroyable de penser qu'un niveau 1 pouvait tuer 5 gobelins à la fois. Mais maintenant, à propos de ces mystérieuses lumières qui continuent d'entrer dans son corps, on dit que ce sont des boosts de puissance. Et à la surprise du héros, le message indique que les niveaux ont été absorbés, confirmant une augmentation pour Alka au niveau 6. Debout devant le dragon et tous les monstres morts, le système notifie que les niveaux ont été absorbés et la confirmation du niveau du propriétaire également. Ensuite, avec le drain de niveau inégalé de l'aventurier, le protagoniste essaie de comprendre le sens d'être au niveau 6. Alka est confus parce que son corps était censé être incapable de gagner de l'expérience. Cependant, il est expliqué que le propriétaire de l'armure des abysses peut utiliser la capacité unique appelée absorption de niveau, où le garçon pourra absorber les niveaux des ennemis vaincus, ce qui peut être vu en regardant son statut d'aventurier de niveau 6. L'augmentation de niveau du protagoniste, et concernant l'expérience, il a vraiment absorbé la puissance des monstres qu'il a vaincus. Cela est devenu clair au moment où il s'est souvenu des énergies qui affluaient dans sa poitrine. Par conséquent, Alka n'a pas pu retenir ses émotions de pleurer à ce moment. Mais en essuyant ses larmes, il s'est concentré sur la bénédiction qu'il venait de recevoir, la capacité de passer au niveau supérieur. La vérité était que le garçon avait été désespéré, mais maintenant son corps bougeait beaucoup plus librement. Et ce n'était qu'après avoir gagné seulement 5 niveaux, changeant même sa façon de marcher. Cependant, en réalisant qu'il porte une armure qui venait de l'intérieur de ce dragon mort, le protagoniste pense qu'il pue vraiment beaucoup. Mais de toute façon, c'est grâce à cette armure qu'il a pu passer au niveau supérieur. À ce moment, le héros s'arrête parce qu'il vient de penser à quelque chose d'intéressant. C'est suffisant pour lui faire comprendre cette révélation comme quelque chose qui change tout. La vérité est que dans son cas, tuer tous les monstres à cet étage pourrait vraiment le rendre encore plus fort. De plus, cette armure ne semble pas nuire à celui qui la porte. Et si c'est le cas, il devrait en profiter pleinement pour exterminer tous les gobelins. Soudain, un de ces gobelins apparaît pour se battre sans qu'on ait besoin de le chercher. Cependant, son ombre montre qu'il n'est pas normal comme les autres. Et rien qu'en sentant sa présence, Alfik a peur car c'est un endroit où il ne devrait y avoir que de faibles gobelins. De plus, il est encore plus effrayé quand il réalise qu'il affronte un gobelin légendaire de niveau 35. Comme c'est le chef du refuge, le héros essaie de comprendre pourquoi un monstre supérieur existe là. Et comme c'est si près de l'entrée, le protagoniste réalise que les monstres ont été attirés par le cadavre du dragon, plus précisément par l'odeur de décomposition. Comme le niveau de l'ennemi est de 35, le système d'armure indique que le combat n'est pas recommandé. Cependant, sachant qu'il ne pourra pas s'échapper, le protagoniste esquive la première attaque, transpirant de peur. Ensuite, il se défend contre la deuxième, mais avec beaucoup de difficultés jusqu'à ce qu'il soit projeté contre un mur de force, se cognant le dos sur les rochers durs. C'est définitivement un problème pour Alka, même maintenant qu'il peut monter de niveau. Après tout, si son ennemi est celui-ci, il mourra comme un faible, de toute façon. Alka crie de frustration car, pendant un moment, il a cru qu'il était devenu fort. Mais la réalité était que le garçon était toujours aussi pathétique qu'avant. D'une manière ou d'une autre, le protagoniste parvient à s'échapper par une ruelle et essaie maintenant de trouver une issue pour sortir de la grotte.
La sortie la plus proche est bloquée par le gobelin légendaire et ses subordonnés. Alors Alka commence à croire que les faibles doivent agir comme les faibles et simplement se cacher jusqu'à ce que la tempête passe. Même si c'est son plan, un gobelin de niveau 1 apparaît devant lui, et il charge comme un fou pour attaquer notre héros. Mais comme il n'est rien comparé à son chef, Alka attrape simplement le monstre par la tête et l'écrase contre le mur. Dans ce monde, les niveaux sont absolus, donc même les monstres doivent comprendre la différence de puissance et fuir si nécessaire. Avec une victoire de plus, le propriétaire de l'armure reçoit une augmentation de niveau, passant au niveau 7. Pour une raison quelconque, Alka avait oublié qu'il pouvait maintenant progresser facilement et peut-être vaincre le chef. Il y a quelques minutes, il était sur le point d'être tué, mais maintenant le héros comprend qu'il a la possibilité de détruire ses ennemis pour survivre. À cause de cela, évitant la route principale, le héros bat plusieurs petits gobelins en chemin et continue de nettoyer le donjon à chaque occasion qu'il a jusqu'à ce que les niveaux des corps commencent à se transférer à Alka. Alors, la logique du héros selon laquelle le plus fort gagne en raison de la différence de niveau devient de plus en plus réelle. C'est un monde où les faibles sont opprimés comme Alka l'était dans un passé récent. Après un certain temps à se battre dans le donjon, le protagoniste parvient à atteindre le niveau 15. Et à un certain moment en marchant, le système a recommandé à Alka d'explorer une grotte juste devant. À cause de cela, le héros s'y est rendu, et dès qu'il est entré, il a trouvé un tas d'or comme aucun autre. Pour justifier cela, Alka croit que ce doit être tous les trésors des aventuriers qui ont été vaincus par les gobelins. Et puisqu'il est déjà là, le héros croit qu'il devrait trouver quelque chose de précieux à prendre. Soudain, un coffre attire son attention, et en regardant de plus près, le contenu est encore plus impressionnant, surtout parce qu'il semble être rempli de potions de récupération de santé. Dans ce cas, le héros décide de les emporter avec lui au cas où il en aurait besoin pendant une bataille. Et à ce sujet, l'armure répond en disant qu'elle comprend et confirme que le stockage a été étendu pour les contenir. Alors avant même qu'Alka puisse comprendre ce que cela signifiait, une lumière est apparue sur la partie inférieure de l'armure, créant des espaces pour des fioles. Et comme c'est quelque chose de très utile, le protagoniste remercie le système pour sa proactivité. Évidemment, notre héros aimerait aussi emporter l'or avec lui. Quelque chose comme ça ne ferait que gêner pendant la bataille. Pour l'instant, la priorité absolue d'Alka est de s'échapper de là en toute sécurité. De plus, le héros est définitivement devenu plus fort, et s'il s'en sort avec succès, il peut vivre une vie décente juste en vendant des matériaux de monstres. À cause de cela, il décide de partir, mais soudain, des bruits attirent son attention. Comme il ressemble beaucoup à des voix, le protagoniste se sent à la fois effrayé et curieux. Mais plus inquiet que tout, il court vers une boîte jusqu'à ce qu'il remarque que derrière elle, il y avait une jeune fille humaine capturée par les monstres. Et évidemment, comme elle pleurait désespérément, le protagoniste n'a pas hésité avant de se précipiter à son secours, dénouant les cordes qui la retenaient. Ce fut un soulagement pour eux de qu'Alka ait remarqué les bruits, et ayant été sauvée, la fille du village de Raquel, nommée Mille, le remercie du fond du cœur. Ne voulant pas être impolie, la jeune fille demande si elle peut connaître le nom de son sauveur. Puis après y avoir réfléchi un instant, le héros répond que son nom est Alka, et il précise immédiatement que, oui, c'est le nom du tristement célèbre pilleur de cadavres connu dans la ville. Mille, à son tour, avait entendu des rumeurs selon lesquelles le protagoniste était une personne terrible. Cependant, elle est aussi heureuse de réaliser qu'il n'est en rien comme les rumeurs. Après tout, au final, c'est lui qui l'a sauvée de subir un sort cruel dans cette grotte. Elle ne considère donc vraiment pas Alka comme un pilleur de cadavres, mais plutôt comme son cher sauveur. Pendant tout ce temps, Alka voulait être un aventurier qui aidait les gens. Par conséquent, il appelle la jeune fille à le suivre et lui dit qu'il assumera l'entière responsabilité de la ramener au village. De plus, il précise qu'il n'y a rien de mal car ce qu'il y avait réellement dans le cœur d'Alka était un peu de bonheur. En chemin, le protagoniste remarque quelque chose de différent, alors il demande à Mille de rester derrière les rochers pendant un moment. C'est la sensation d'être près des gobelins et en regardant de plus près, Alka réalise qu'il n'y en a pas qu'un ou deux, mais une horde entière. Il pourrait y en avoir environ 20 au total, mais comme ils sont tous de niveau 1 alors que le héros est au niveau 15, dans ce cas, peu importe leur nombre maintenant car Alka est déterminé à les transformer tous en puissance pour lui-même. Rapidement, les monstres courent vers le protagoniste, mais il les achève tous avec son épée. Et sans aucune pitié, il se précipite sur les derniers restants, les envoyant au même sort. Ainsi, les niveaux sont absorbés une fois de plus avec succès. Grâce à la capacité de drain de niveau, les attaques du protagoniste deviennent de plus en plus puissantes. C'est pourquoi après avoir esquivé l'attaque d'un gobelin, les autres venant de derrière n'ont même pas pu toucher Alka. Car avec le saut, il a réussi à s'éloigner de plusieurs mètres et à utiliser la hauteur comme avantage pour les attaquer, absorbant également leur niveau. Apparemment, le protagoniste commence même à apprécier la chasse aux monstres, et les expressions effrayées qu'ils font ne changent rien quand il s'agit de les abattre. Même avec plusieurs monstres vaincus, les gobelins continuent d'essayer de tuer le protagoniste à tout prix. Cependant, tout comme il l'a fait avec leurs camarades, il charge en avant et les abat tous avec son épée. Puis après toute cette mer de destruction,
le système notifie qu'une augmentation de niveau a été détectée, et maintenant la puissance du porteur de l'armure est au niveau 35. Mel est très effrayé par tout cela et demande s'ils peuvent partir maintenant, mais le protagoniste répond qu'ils ne le peuvent pas encore. Après tout, avec la quantité de sang versé, d'autres ont déjà dû être attirés. Et parmi eux, évidemment, le plus fort d'entre eux arrive. Le même gobelin légendaire qu'auparavant Kalka va maintenant affronter dans une revanche. Debout devant le monstre, le protagoniste commente qu'il savait déjà qu'il viendrait, et le gobelin légendaire rugit, affichant sa présence imposante. Tant le protagoniste que le monstre sont actuellement au niveau 35, il n'est donc plus le même faible qui a fui le combat auparavant. Sans hésitation, le chef gobelin montre qu'il attaquera de toutes ses forces. Alors le protagoniste répond, en disant que s'il pense pouvoir le vaincre si facilement, il commet une terrible erreur. Ainsi, le garçon parvient à porter un coup de sabre à l'abdomen du monstre, le faisant tomber à genoux. Et alors qu'il est entouré par les subordonnés, il remarque qu'il y en a environ 10 au total. Tant que le gobelin légendaire est encore en vie, le protagoniste croit qu'il ne peut pas perdre son temps à combattre ces sbires. Alors il crie à la jeune fille qu'il a sauvée de lui lancer un couteau, et ne sachant pas lequel, il lance simplement un paquet entier en l'air. Naturellement, il tombe d'un support en direction de notre héros. Avant cela, elle s'excuse beaucoup, mais le protagoniste commente que tout va bien. Après tout, avec son temps de réaction, il parvient à en attraper 2 et à combattre les monstres avec facilité. De plus, il en attrape d'autres alors qu'il tombe de l'air et les lance rapidement sur les monstres. À plusieurs reprises, la stratégie du protagoniste continue d'être de collecter des couteaux et de les lancer. Puis avec plusieurs d'entre eux en main, il commente que ce doit vraiment être un malheur, mais il remercie tous ceux qui ont essayé de sauver le chef. Après tout, maintenant le gobelin légendaire souffrira à cause de la différence de niveau entre eux. Puisque notre héros vainc tous ces petits monstres et parvient à monter au niveau 45. Déjà quelque peu remis de l'attaque précédente, le monstre hurle et essaie d'attaquer Alka par derrière. Mais maintenant, il n'est plus possible d'infliger des dégâts. Du moins, c'est ce que le héros pensait car en bloquant négligemment, il n'a fait que se faire couper. Il ne comprend pas comment cela se produit, mais il est toujours sous pression. Et apparemment, le monstre n'est même pas légèrement affaibli par la dernière blessure. De ce qu'il peut voir, le héros réalise que le gobelin légendaire est équipé d'un bracelet qui augmente sa force. C'est un objet enchanté de loin. Il est possible de voir l'énergie émise. Normalement, les niveaux n'augmentent pas si facilement, et c'est pourquoi les aventuriers s'équipent généralement d'objets enchantés pour augmenter leur puissance de combat autant que possible. Cependant, le garçon ne s'attendait pas à ce que le monstre utilise également quelque chose comme ça. Mais puisque c'est le cas, le résultat sera toujours simple car tout ce qu'il a à faire est de détruire le bracelet en premier. Sans perdre de temps, notre héros esquive une attaque, et même s'il ne croit pas que ce sera facile, il se concentre. Car à partir de ce moment, il ne se retiendra plus mais se donnera à fond. De plus, il s'assurera que la puissance du plus fort exterminera ce monstre. Les armes des deux se heurtent, mais le protagoniste insiste et met la pression, que le monstre ressent en s'appuyant contre le sol. Malgré cela, il parvient à riposter avec une frappe latérale qui envoie le héros voler. Naturellement, Alka est un peu frustré, mais se souvient des couteaux qu'il a utilisés pour vaincre les plus petits, et il les récupère rapidement pour les utiliser contre le grand, qui se défend avec le couperet géant. Malgré cela, il décide d'en lancer un autre, ce qui oblige le monstre à se défendre une deuxième fois. Mais maintenant qu'il était distrait, le héros a profité de l'occasion pour s'approcher de son visage. Et même si le temps de réaction du gobelin était élevé, le héros a réussi à utiliser l'arme comme un coup de pouce pour atteindre ses flancs avec l'un de ses couteaux de lancer. Ainsi, il atteint enfin le but qu'il s'était fixé dès le début, qui était en fait le bracelet. Par conséquent, au moment où l'objet d'amélioration tombe en morceaux sur le sol, le héros fait face au monstre directement. Et démontrant sa supériorité, il déclare qu'il est temps de pêcher le petit fretin. En ce qui concerne ce gobelin légendaire, lorsque le garçon est entré dans l'antre, il était faible et intimidé. Mais maintenant, la différence de puissance entre les deux est complètement inversée. Par conséquent, le protagoniste commente que c'est à son tour d'intimider et demande si le monstre est prêt. Sans aucune réaction différente, le monstre rugit simplement, alors le protagoniste charge à grande vitesse et attaque les défenses du gobelin, rendant la défense complètement inutile car c'est maintenant le monstre qui est projeté contre le mur, créant plusieurs blessures. Sur ce, le protagoniste s'approche lentement, lui demandant ce que ça fait d'être faible. Et il attaque avec plusieurs coups, disant au monstre de ne pas lui en vouloir car il essaie juste de survivre. Finalement, le héros parvient à désarmer le gobelin et à vaincre cet ennemi qui était initialement si fort. Tous ces commentaires sur le protagoniste qui est un pilleur de cadavres seront jetés dans le vide avec son moi faible. Même sur le bras, le monstre tente d'attaquer avec son poing, mais le coup de poing va directement dans l'épée du héros, mettant fin à la situation en un instant. Et comme c'est grâce à lui que le garçon est devenu plus fort, il l'a même remercié. De ce corps, plusieurs lumières sont entrées dans l'armure du protagoniste, et cette fois, l'augmentation de puissance du propriétaire a été confirmée à l'incroyable niveau 80. N'ayant plus rien à craindre, Alka dit à Mil qu'elle peut sortir maintenant,
et même elle est impressionnée par les pieds du héros. Après tout, il sera désormais imbattable dans ce lieu. Mais pour une raison quelconque, le héros ne se sent pas excité. Quoi qu'il en soit, il extrait le matériau rare du gobelin légendaire, qui est sa défense. Alka n'aurait jamais cru voir le jour où il pourrait obtenir une si bonne pièce. Mais lui a simplement demandé de la laisser le ranger avec les autres choses. Parce que dans ce petit sac se trouvaient toutes les pièces qui pouvaient tenir avec des fragments d'autres objets rares. Alka s'excuse de lui faire porter autant de matériaux, mais la jeune fille montre que cela ne la dérange pas du tout. Quoi qu'il en soit, elle demande ce qu'ils vont faire maintenant puisqu'ils ont déjà collecté tous les objets. Cependant, comme le héros n'a plus besoin de se précipiter au village, Alka pense que s'il laisse les gobelins tranquilles, il pourrait kidnapper un autre citoyen. Par conséquent, le protagoniste demande si la jeune fille peut l'accompagner dans un endroit plus éloigné. Et pour s'expliquer, il dit qu'il veut s'assurer que les monstres n'enlèvent personne d'autre. Depuis un certain temps, le but du protagoniste était de chasser tous les gobelins de cette grotte. Finalement, après un certain temps, ils sont retournés au village, et comme Alka a déjà atteint le niveau 100, il se sent même un peu inquiet. Mais au niveau 100, il est certain qu'il devrait être capable de vaincre la plupart des monstres qui s'y trouvent. Par conséquent, le héros peut enfin se considérer comme un véritable aventurier. Mille, à son tour, demande ce que le garçon veut dire parce qu'elle n'a jamais entendu parler d'un aventurier avec 3 chiffres dans ce village. Par conséquent, Alka n'est plus seulement l'un des aventuriers, mais le meilleur qui existe là-bas. Alka, pour sa part, semble ne pas y croire. Mais comme il s'est battu uniquement pour survivre, il n'a jamais regardé les autres. Absorber les niveaux des ennemis vaincus était quelque chose qui a surpris Mila au début. Mais avec ça, elle est sûre qu'il deviendra encore plus fort. Elle dit donc aussi qu'elle encouragera le garçon. Ainsi, les deux discutent paisiblement jusqu'à ce qu'un groupe d'aventuriers apparaisse, saluant le pilleur de cadavres avec hostilité. Et Alka connaît très bien Jirik, qui est celui qui dirige le groupe. Évidemment, le blond demande ce qu'est cette armure noire, et tout le monde commence à rire en pensant qu'Alka a décidé d'acheter une armure pour compenser le fait de ne pas pouvoir monter de niveau. Quoi qu'il en soit, Docteur prévient que l'utilisation d'un objet fantaisiste ne fera aucune différence. Après tout, le niveau 1 ne peut pas compenser le manque de puissance avec quelque chose comme ça. Cependant, au moment où il parlait, le héros a dit au gars de se taire et est apparu instantanément avec un couteau, disant qu'il était déjà fatigué. Par conséquent, avec une expression terrifiante, il a poliment demandé une fois de plus. Face à cette menace, Juri se sent intimidé, mais se souvenant à qui il a affaire, il se fâche et donne un coup de pied qui envoie le protagoniste en arrière. Après tout, pour lui, Alka n'était qu'un simple pilleur de cadavres qui ne devrait pas parler avec autant d'audace. Cependant, au moment où il a essayé d'attaquer plus agressivement, le héros a répondu en le mettant au sol. Et avec ses compagnons tremblants de peur, le héros a demandé qui serait le prochain, et, évidemment, personne n'a dit un mot. Kiri ne comprend vraiment pas ce qui se passe car un niveau 20 devrait perdre contre un niveau 1. Mais à ce sujet, le héros commente que le gars n'a même pas un quart de sa puissance. Rapidement, tout le monde ouvre le système pour vérifier le véritable niveau du pilleur de cadavres. Ensuite, les aventuriers sont choqués car même si cela semble impossible, c'est vrai. Il était vrai que le protagoniste était au niveau 100, et pour tout le monde, il devrait également être considéré comme un monstre. Alka, pour sa part, trouve ironique qu'il soit traité de monstre après avoir été traité de ramasseur d'ordures. Cependant, il prévient qu'il veut seulement être un aventurier normal, mais son avertissement tombe dans l'oreille d'un sourd. Parce qu'au moment où ils ont vu la vraie puissance d'Alka, le groupe s'est rapidement enfui. Mais c'était quelque chose d'évident pour Milt car le héros n'était plus la même personne qu'avant. C'est pourquoi avec le sourire, elle lui demande d'avoir plus confiance en lui. Et bientôt, elle appelle le garçon pour partager cette nouvelle avec tous les habitants de la ville. Un peu plus tard au magasin de matériaux, le vieil homme demande agressivement ce que le garçon veut. Alors comme toujours, le protagoniste dit qu'il veut vendre. Mais comme il est considéré comme un pilleur de cadavres, le vieil homme dit que peu importe la qualité de la présentation, le matériau est de la camelote. Cependant, à ce sujet, notre héros avait son atout car il a demandé si ce qu'il avait apporté était aussi de la camelote. Et en le montrant, même ce vendeur impoli a été surpris car c'était une défense de gobelin légendaire. Comme il s'agit d'un matériau rare, le vendeur demande où le garçon l'a trouvé, et il répond qu'il a vaincu le monstre, mais le vieil homme n'y croit pas. Dans ce cas, Alpha appelle Mille, qui déverse tout ce qu'ils ont tiré de la dernière expédition sur la table. Et face à cela, le héros demande si le vieil homme va acheter ou non. Après tout, cela ne le dérange pas d'aller vendre ailleurs. Évidemment, même étant impoli, le vieil homme reconnaît les articles de qualité et accepte d'acheter tout. Puis avec un faux sourire, le héros lui demande de payer un prix équitable. Plus tard, au marché alimentaire de la ville, le protagoniste se rend au stand du boulanger. Et parce que c'était quelqu'un qu'il a toujours bien traité, il lui tend un sac rempli d'or, laissant le vieil homme complètement confus. Alko explique qu'il a finalement réussi à vaincre un monstre puissant et qu'il est très heureux de ne pas avoir abandonné. Alors le vieil homme n'hésite pas à serrer le garçon dans ses bras, disant aussi qu'il est très heureux qu'il n'ait pas abandonné. Soudain,
une très forte agitation se fait entendre à l'entrée du village, alors le héros dit qu'il terminera la conversation plus tard. Juste aux portes de la ville, un groupe de loups-garous blancs détruit tout. Et parmi eux, l'un se prépare à faire d'une fille sa collation de l'après-midi. Mais au moment le plus critique, le protagoniste apparaît en sauvant la jeune fille qui finit heureusement saine et sauve. Alka, pour sa part, trouve le comportement du monstre devant lui très étrange. Mais de toute façon, il dit que si les loups-garous essaient d'attaquer le village, ils sont arrivés avec un jour de retard. Après tout, tant que le héros est là, aucun d'eux ne franchira les portes. Ces monstres sont tous des loups-garous de niveau 8 et auraient normalement été tués avant même de s'approcher du village. Mais Sivjiride et les autres qui sont chargés de s'en occuper se sont enfuis. Le protagoniste comprend maintenant la situation, et il comprend aussi que cela lui donne maintenant la responsabilité d'agir. Rapidement, l'un des loups-garous essaie d'attaquer le garçon, mais le protagoniste esquive car avec la puissance qu'il a maintenant, il peut en abattre autant qu'il veut. La partie inquiétante, cependant, est que tous ne se concentrent pas sur lui, mais plutôt sur les citoyens que le garçon n'est pas en mesure de protéger tous en même temps. Et, évidemment, s'il ne fait rien, la population innocente sera tuée. Un des civils devient désespéré car il n'est plus qu'à un pas d'être mangé vivant. Mais à ce moment, le protagoniste apparaît, le protégeant de son propre corps et achevant la bête. Alors le garçon demande si l'homme est blessé, mais après avoir dit oui, le citoyen réalise que c'est le cadavre qui est là. Cependant, au lieu de se fâcher, un héros se contente de gérer la situation, ce qui est plus important. Au fond de lui, il sait qu'il est toujours le pilleur de cadavres que tout le monde déteste, mais ce n'est certainement pas une raison pour abandonner les autres. Naturellement, pendant que le protagoniste fait son travail, tout le monde remarque qu'Alka sauve la population, et avance finalement vers le dernier monstre. Après l'avoir terminé, le héros sait que tout sera fini. Alors, d'un seul coup, il élimine le dernier adversaire. Ainsi, grâce à la capacité d'absorption de pouvoir, le niveau du propriétaire de l'armure monte jusqu'à 172. Cependant, le fait qu'il n'ait augmenté que de 72 inquiète le héros, car il comptait 10 loups-garous. Suivant cette logique, s'il les avait tous éliminés, son niveau aurait dû augmenter de 80. Par conséquent, cela signifie qu'il y en a encore un caché quelque part. Du haut de la maison, le dernier monstre est prêt à attaquer une petite fille. Ainsi, au moment où Alka réalise cela, le monstre l'ignore simplement, sautant sur sa cible. Alka panique car même après avoir autant augmenté son niveau, il pourrait ne pas être en mesure de sauver une vie. Et c'est sur le point de se produire lorsque la fille lève les yeux et voit le loup-garou à quelques mètres d'elle. Alka, pour sa part, refuse d'accepter cela et pense qu'il peut peut-être réussir s'il lance son épée, mais il n'a qu'une seule chance. Malgré tout, il fera de se lancer le meilleur possible car il doit garantir qu'il atteigne la cible. Le monstre charge à grande vitesse vers la fille, et l'épée du protagoniste s'approche du corps du loup-garou jusqu'à ce qu'Alka réussisse à frapper la bête et à l'envoyer voler loin de la fille avec l'impact. De cette façon, la petite fille réalise aussi qu'elle est en face du récupérateur de cadavres. Mais puisqu'il confirme qu'il l'a sauvée, la fille met de côté tous ses préjugés pour le remercier, rendant même notre héros heureux de l'avoir aidé. Cependant, maintenant l'atmosphère agréable s'estompe car avec la fin de l'invasion, plusieurs citoyens commencent à s'approcher. Et parmi eux, un en particulier dit qu'il a besoin d'avoir une conversation avec Alka. À ce moment précis, le protagoniste pense que cela va être un casse-tête de traiter avec des citoyens qui sont bouleversés d'être sauvés par lui. Alors, juste au moment où une autre personne s'approche pour parler aussi, le héros dit qu'il va partir car il n'est pas le bienvenu ici. Cependant, de manière inattendue, ces personnes lui demandent d'attendre un moment, et ce qu'elles sont venues lui dire était simplement merci, car grâce à lui, tout le monde était en sécurité ici. Le garçon de tout à l'heure supposait que le protagoniste pensait qu'il était dramatique. Mais comme Alta a mis son propre corps en danger pour lui, il dit qu'il a apprécié cela, ce qui surprend le protagoniste. De plus, la mère de cette petite fille s'approche également, et comme sa fille a été sauvée, elle baisse la tête pour le remercier en signe de soumission. Dans ce cas, le protagoniste devient très embarrassé et demande à la mère de se relever. Puis il explique que la seule raison qui l'a amené à faire cela était son désir de sauver tout le monde. Le héros comprend que son passé de pilleur de cadavres ne disparaîtra pas. Cependant, maintenant qu'il a le pouvoir de protéger les autres, Alka déclare qu'il deviendra un aventurier qui aide les gens. De plus, le garçon sourit, disant que ce serait bien qu'il le surveille car pour l'instant, c'est tout ce qu'il demande. Ce jour-là, le protagoniste n'était rien de plus qu'un simple récupérateur de cadavres. Mais à la fin, il est devenu l'aventurier qui a sauvé le village. Le lendemain, tout le monde marche normalement dans cette petite ville. Et en trouvant notre protagoniste, Mel va joyeusement vers lui. À cause de cela, Alka l'accueille, mais la fille trouve étrange que le garçon ne porte pas d'armure. Mais à ce sujet, le héros claque simplement des doigts car il vient de découvrir qu'il peut la mettre et l'enlever instantanément, et la fille trouve cela assez étonnant. Grâce à cette armure, le protagoniste déclare qu'il deviendra un grand aventurier, il a donc aussi eu beaucoup de chance de l'avoir trouvé dans le nid des gobelins. Malgré tout, il se demande toujours pourquoi il y avait un dragon mort à cet endroit, bien que pour l'instant,
ce ne soit pas quelque chose qui compte. Ailleurs, quelqu'un crie pour qu'il court vite. L'endroit où il se trouve est le nid des gobelins près du corps du dragon dont on parlait. Shiri crie à tout le monde de s'éloigner de cette chose tout de suite, et ses coéquipiers courent aussi vite qu'ils le peuvent. Cependant, en un instant, une flaque de sang rend le destin des deux très clair. Désespéré de savoir ce qui se passe, le chef du groupe crie, demandant l'identité de l'être en face de lui. Cependant, Giayane le regarde sans rien révéler et commence bientôt à générer un puissant courant électrique. Ensuite, l'aventurier rit de désespoir, comprenant que ce sera aussi sa fin. Et au moment où le faisceau d'énergie est prêt, ce monstre mystérieux le tire avec toute sa force sans aucune pitié, ce qui fait même que notre héros l'entend de loin et se demande s'il imagine des choses. Il y a quelque temps, le groupe de Girig chassait un troll borgne. Et comme le monstre était déjà blessé, le chef a ordonné à ses compagnons de ne pas le laisser s'échapper. Évidemment, réalisant que c'était une bonne opportunité, les deux ont accepté. À un certain moment de la poursuite, le monstre a couru dans la grotte des gobelins. Ensuite, Girig commence à commenter que parce qu'ils ont abandonné la mission d'arrêter les loups-garous, ils ont reçu une très forte amende. Et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent pas laisser une proie aussi rentable s'échapper. Alors que le monstre se traîne à l'intérieur, tremblant d'épuisement, il sent soudain quelque chose qui l'attire vers le centre de la grotte. Et en arrivant là, il a été attiré par l'odeur du corps en décomposition du dragon. Mais pour une raison quelconque, ce n'était pas une odeur nauséabonde pour lui comme c'était le cas pour les autres, mais plutôt une odeur délicieuse. Avec son groupe peu de temps après, Girig commente que ce doit être juste devant jusqu'à ce qu'il soit soudain surpris par quelque chose. L'odeur de la décomposition du dragon est quelque chose qui donne presque envie à tout le monde de vomir. Mais quelque chose d'autre attire davantage l'attention de l'homme aux cheveux blancs que cela. Après tout, au centre du corps du dragon se trouve le troll qu'il chassait dévorant toute la chair comme un animal. Et le pire, c'est que le deuxième homme du groupe remarque que quelque chose est étrange. Après tout, soudain, quelque chose sort de l'intérieur du monstre, faisant réaliser à Girig que la situation ne sera pas bonne du tout. Tout en chassant ce son d'avant, le protagoniste réalise qu'il avait bien raison et que ce n'était pas juste son imagination car il y a vraiment une étrange sensation dans l'air. Et toute cette sensation semble provenir précisément de cet endroit. À ce moment, notre héros entend un autre bruit encore plus fort que le dernier, ce qui le rend très sérieux. À l'intérieur de la grotte, l'odeur de pourriture ne fait qu'empirer et plus loin. Il trouve le corps du dragon. Cependant, en arrivant à l'endroit où il a obtenu l'armure, la scène est celle d'un troll transformé exterminant le groupe de Girig. Et juste après avoir remarqué un nouvel invité, il a renvoyé le compagnon du garçon aux cheveux blancs pour se concentrer entièrement sur l'apparence du protagoniste. Même Alka est surpris par la présence du monstre car il est différent de tout ce qu'il a jamais affronté. Malgré tout, puisqu'il est maintenant au niveau 180, il croit qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse perdre. Alors avant de faire quoi que ce soit, il le vaincra avec une seule attaque précise. Cependant, l'armure avertit qu'en raison de la différence de niveau avec les monstres ennemis, la bataille est fortement déconseillée, ce qui fait s'arrêter Alka un instant, ce qui est suffisant pour que le monstre voie une ouverture et attaque. À ce moment, tout ce que l'armure recommande, c'est une esquive immédiate, mais le protagoniste avait déjà pris un coup très puissant, ce qui l'a jeté au sol, le faisant tomber face contre terre avec de nombreuses blessures. Pour être sûr de l'ennemi auquel il est confronté, le protagoniste décide de vérifier le statut du monstre. Statut. Et au moment où il a fait cela, la prédiction du système s'est avérée vraie car il s'agissait d'une variante déchue de niveau de Sense. Rapidement, l'armure avertit qu'une forte condensation d'énergie a été détectée en provenance de la tête du troll. Par conséquent, une esquive immédiate est recommandée, mais notre héros ne peut pas bouger. Petit à petit, les messages sont répétés plusieurs fois alors que l'attaque du monstre se rapproche de son lancement. Ensuite, Alpa essaie de bouger en utilisant toute sa force car s'il ne fait rien à ce moment, il sera certainement le prochain à être tué par cette abomination. Le temps estimé avant l'attaque est de 10 secondes, et comme le garçon ne peut pas bouger, il finit par penser à la pire possibilité. Malgré tout, il lutte avec Anel en utilisant son épée comme support, et avec presque une seconde restante, Alka réussit presque à se lever. Quoi qu'il en soit, le monstre n'attend pas qu'il se lève pour lancer son attaque énergétique. À cause de cela, le protagoniste est jeté contre le mur, et les blessures qu'il subit le laissent pratiquement inconscient. Heureusement pour lui, après avoir vu le garçon vaincu au sol, le monstre décide de partir. Puis quelque temps plus tard, Alka réussit à se remettre, se demandant ce qui s'est passé. L'armure avertit qu'il est possible que le propriétaire ait été considéré comme décédé, alors Alka est très reconnaissant envers le destin. Évidemment, c'est un fait qu'il a de graves dommages à son corps, donc l'utilisation de potions est fortement recommandée. Se souvenant des potions qu'il a prises au gobelin, le garçon boit la première, et comme l'effet lui permet déjà de bouger, Alka commente qu'il devrait les remercier. Quoi qu'il en soit, maintenant il doit chasser le monstre aussi vite que possible car il est sûr que sa prochaine cible est le village de Récul. Cependant, avant de partir, une voix l'appelant charognard atteint ses oreilles, et en regardant de plus près, c'est Girig, qui même dans un état extrêmement mauvais, est toujours vivant. Sans aucune honte,
le garçon exige les potions de récupération. Après tout, il croit que quelque chose comme ça ne fera aucune différence pour une ordure comme lui. Se révélant encore pire que prévu, le garçon avertit qu'il s'enfuira dès qu'il les aura bu en utilisant l'appât du village. Par conséquent, une fois de plus, encore plus irrité qu'avant, il crie pour obtenir rapidement les potions. Jérémie crache du sang et insiste car tout son corps est blessé, et son esprit devient fou. De manière inattendue, le garçon envisage de le faire, mais demande d'abord à l'armure abyssale si cela fera une différence. Le système informe que les blessures sont mortelles et qu'inévitablement le garçon mourra après quelques minutes de douleur intense. Dans ce cas, après avoir compris, le héros demande encore une chose avant toute chose. Ce qu'il veut savoir, c'est si le drain de niveau peut être utilisé pour absorber les niveaux d'un être humain. Et comme le système informe que, oui, il le peut, Alka dit avec empathie que le garçon ne peut plus être sauvé. Et au fond de lui, il le savait déjà, mais voulait juste échapper à cette douleur en créant une illusion confortable. Alka, à son tour, commente qu'il y a une chose qu'il peut faire pour le libérer de cette douleur. Et Jurik sait déjà ce qu'il veut faire, alors il a simplement demandé à être tué sur le champ sans regret. À ce moment, Alka admet qu'il n'a jamais aimé ce type, mais il trouve aussi triste de devoir lui dire au revoir comme ça. Quoi qu'il en soit, il fait vraiment ce qu'il avait dit qu'il ferait, et en absorbant les pouvoirs de Jarik, notre héros atteint le niveau 200. Quelque temps plus tard, le monstre s'approche à travers la forêt jusqu'à ce qu'il repère le début du village. Évidemment, il est guidé par l'instinct qu'il y a des humains là-bas, mais c'est à ce moment que le protagoniste rencontre la bête, et il apparaît en lui donnant un coup de griffe au bras qui provoque une douleur intense. Sans perdre de temps, notre héros avance à sa vitesse maximale, et sans vouloir offenser, déclare qu'il ne peut plus continuer à perdre contre lui. Pour cette raison, il attaque à nouveau, mais maintenant le monstre se défend intelligemment. Quoi qu'il en soit, avec son épée pointée sur la bête, Alka prévient que la prochaine fois, le troll devra s'assurer d'éliminer son ennemi. Après tout, puisqu'il ne l'a pas fait maintenant, le niveau des deux est équivalent, et sans vouloir faire traîner les choses plus longtemps, Alka l'appelle à se battre tout de suite. Tout d'abord, notre héros lui conseille également de rester vigilant. Après tout, même s'il n'aimait pas Jiriv, il a quand même dû tuer quelqu'un qu'il connaissait de ses propres mains, donc il n'a jamais été aussi en colère de sa vie. Sans perdre de temps, le monstre passe à l'attaque, et confiant de gagner, tente de frapper par en dessous. Cependant, un héros utilise l'épaule du monstre comme support pour grimper à une position plus élevée, et ainsi assène un coup sur le dos du monstre avant qu'il ne puisse se défendre. Même si sa stratégie a réussi, l'aile est plus résistante que prévu. Soudain, le monstre commence à concentrer de l'énergie autour de son œil, alors maintenant le héros ne le laisserait plus faire ça. Mais faisant preuve d'une intelligence énorme, ce n'était qu'un exploit de la bête, qui a utilisé l'approche volontaire du héros pour donner un coup de pied. Et profitant du moment où il était le plus sans défense, le monstre a utilisé un arbre entier comme une arme pour frapper le protagoniste, le faisant être projeté très loin, brisant plusieurs arbres le long du chemin jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé contre un mur de roche. Même si les différences de niveau ont disparu, ils sont toujours à égalité, ce qui signifie que le garçon n'a aucun avantage. De plus, le monstre a également utilisé des feintes tout le temps, mais maintenant Alka prend une autre potion, ce qui est son plus grand avantage. De cette façon, il devient furieux, disant que ce n'est pas encore fini, et charge vers le rayon d'énergie du monstre qui commence à se préparer. Malheureusement, en s'approchant, le système avertit que c'est quelque chose qui ne peut pas être arrêté. Alors changeant de stratégie, le protagoniste esquive à la dernière seconde et charge avec son épée de toutes ses forces. Alors même si le troll a essayé d'utiliser ses ailes dures comme bouclier, la frappe enragée d'Alka a été suffisante pour pratiquement les couper en deux. Avec le monstre complètement distrait par les dommages causés, le héros réalise qu'il a enfin fait des progrès. Cependant, soudain, l'attention de la bête se tourne vers un endroit autre que le héros, et alors que le reflet du village devient clair dans l'œil du troll, notre héros devient très inquiet, mais le monstre met simplement de la force dans ses jambes, et se lance dans les airs vers l'endroit où la concentration d'humains est la plus élevée. Comme c'est arrivé très vite, le protagoniste n'a pas pu réagir instantanément. Mais puisque l'objectif du monstre était clairement d'attaquer le village, le garçon s'est dépêché aussi vite qu'il le pouvait, comprenant qu'il devait le poursuivre avant qu'une catastrophe encore plus grande ne se produise. En un instant, la silhouette du monstre peut être vue au-dessus des citoyens de tout le village. Et avant même qu'il ne puisse comprendre ce que c'était, une explosion s'est produite, effrayant tout le monde. Et de cette explosion a émergé la variante déchue, qui a rugi en signe de domination. Alka continue la poursuite, mais a très peur quand il réalise qu'il est déjà entré dans le village. Suivant sa nature, le monstre commence à détruire tout ce qu'il voit devant lui. Tous les citoyens essaient de s'enfuir pour sauver leur vie, implorant de l'aide, et une fois de plus, le troll charge son rayon d'énergie, ce qui fait penser au protagoniste que ça doit être une blague. Malheureusement, l'inévitable se produit et le rayon d'énergie passe en détruisant plusieurs maisons en un instant. Ensuite, le protagoniste s'approche d'un toit et charge vers le monstre avec une rage indescriptible.
La bête se défend en utilisant son bras pour protéger son œil et une fois de plus essaie d'ignorer son adversaire. Cependant, le héros ne laisserait pas une chose pareille arriver, alors il saute par-dessus, bloquant la voie d'évacuation, attaquant à nouveau les défenses de la variante déchue. Pendant quelques secondes, les deux luttent entre attaque et défense, mais le protagoniste esquive. Pourtant, il prépare une autre frappe, avertissant que ce n'est pas fini car il doit protéger le village à tout prix. Utilisant toute la puissance qu'il possède, le troll charge de l'énergie dans son œil et tire ce rayon d'énergie une fois de plus avec encore plus de vitesse. De cette façon, ne laissant aucune chance de défense, il attrape également le protagoniste dans les airs, le frappant de haut en bas, faisant s'écraser Alka sur le sol du village avec une explosion. Ainsi, le monstre est enfin libre de recommencer à courir, mais le héros refuse d'être vaincu comme ça. Puisqu'il est le seul aventurier avec un niveau suffisamment élevé pour combattre le monstre, il se force à se tenir debout. Et avec une expression sérieuse, il s'engage à régler ce problème une fois pour toutes. Quelque temps plus tard, ce boulanger a eu la malchance de rencontrer la variante, mais n'est pas effrayé par sa présence, même si le monstre essaie de l'intimider avec des rugissements. En fin de compte, comme il s'agit d'un petit village, même s'il s'enfuit, le vieil homme sait qu'il sera attrapé. Par conséquent, il préfère juste attendre là jusqu'à ce qu'un héros arrive pour le sauver. Et puisqu'il en était sûr, sa foi ne l'a pas déçu car le protagoniste a réussi à arriver avant qu'une catastrophe ne se produise. Avec un sourire en coin, Alka commande qu'il est bien trop maladroit pour être ce soi-disant héros. Cependant, puisque le garçon est venu à son secours, c'est exactement ce qui compte. Pourtant, Alka précise qu'il ne sait pas s'il peut vaincre le monstre. Bien qu'il soit un fait que maintenant les deux sont au même niveau. Dans ce cas, le boulanger va vers une boîte et demande au garçon de ne pas être aussi pessimiste. Puis il lance un morceau de pain au garçon en disant que c'est un cadeau. Et en regardant de plus près, il est clair que c'est le dernier morceau de pain de l'époque où le garçon était encore un charognard. Le vieil homme commente que comparé à ces jours-là, cette situation n'est certainement pas si mauvaise. Alors le garçon le mange et précise que le pain est terrible. Mais comme c'était vraiment une motivation, cela l'a rempli de courage. Le héros pointe son épée sur le monstre, lui demandant de se préparer car ils vont reprendre le combat immédiatement. Cette fois, c'est notre héros qui s'approche en premier en utilisant un exploit. Il fait semblant de se concentrer sur l'œil pour créer une ouverture au bras. Cependant, le monstre parvient à attraper le héros avec son autre main à sa grande surprise. Et sans hésiter, la bête lance le garçon au loin, l'envoyant au-dessus des maisons jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le sol. Dans ce cas, Alka devient désespéré, essayant de trouver comment il peut le blesser. Mais ensuite, il entend un bruit provenant d'une personne effrayée, et en se retournant, réalise qu'il y a un petit enfant à proximité. Alka crie immédiatement au petit de s'enfuir aussi vite que possible. Cependant, comme l'enfant a une crise de panique, il ne peut pas bouger. Et pour aggraver la situation, instinctivement, le monstre concentre son attention sur l'humain le plus faible. En une seconde seulement, il saute vers l'enfant et avec un rugissement intimidant, prépare une attaque qui approche d'une manière terrifiante. Cependant, à la dernière seconde, le protagoniste apparaît en encaissant l'attaque de plein fouet pour l'enfant, qui, bien qu'effrayé, parvient à échapper à l'impact. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le protagoniste puisque même sa défense ne suffit pas. Une fois de plus, Alka supplie l'enfant de courir, maintenant avec encore plus de sincérité car il ne peut pas continuer. Ainsi, pendant que le monstre prépare le coup final, le héros demande à l'enfant de faire preuve d'un peu de courage. Et même si tout son corps tremble, le garçon se lève, disant qu'il va essayer et court de toutes ses forces sans regarder en arrière, laissant le protagoniste seul avec le monstre, qui se sent maintenant satisfait. Le système déplore que l'ennemi ait fini de charger son énergie, il est donc recommandé de se retirer immédiatement de la zone. Mais le héros s'excuse auprès de l'armure de l'abîme car cette fois, vous ne pourrez pas faire ce qui est recommandé. Sans aucun délai, le laser tire de l'œil du monstre et frappe le protagoniste, perçant les maisons et tout sur son passage. Au final, le héros est resté intact puisqu'il s'est défendu avec son épée, mais cette puissance était écrasante. Même s'ils sont au même niveau, la différence de compétence est bien trop grande. Et à cause des dommages importants, le héros décide de prendre une potion. Mais, malheureusement, il réalise qu'il l'a laissé tomber lorsqu'il a été projeté contre les maisons. Dans ce cas, évidemment, il doit aller la chercher. Mais progressivement, la force du héros commence à s'estomper jusqu'à ce que le garçon se retrouve dans un abîme réalisant qu'il n'a pas réussi à protéger le village. Malgré tout, quelque chose à l'intérieur de lui croit encore en l'espoir de se rétablir et de continuer à se battre. Par conséquent, Alka supplie désespérément dans son esprit que quelqu'un offre de l'aide. Et à la suite de ses prières, soudain, la dernière potion est versée dans sa bouche. Puis, lorsque le garçon se réveille, il remarque la présence d'une fille juste devant lui. Pour cette raison, le protagoniste se lève rapidement en demandant qui est cette personne. Et sans rien cacher, la fille se présente comme Léla, qui est juste une fille du village qui veut protéger l'endroit où elle a été élevée et qu'elle aime tant. Interrompant la conversation agréable entre les deux, un bruit terrifiant du monstre fait réaliser au héros qu'il doit rapidement retourner au combat. Mais avant cela,
Elle commente qu'elle a regardé le héros se battre pour protéger le village pendant un certain temps, et sachant qu'il se soucie toujours de cet endroit, cela la rend très heureuse. Cependant, elle tend les mains en disant que pour l'instant, ils devraient s'enfuir ensemble. Évidemment, le héros refuse cette possibilité puisqu'il est le seul là-bas qui peut vaincre le monstre. Cependant, en réponse, la fille dit qu'il y a une raison de s'enfuir car s'il est vaincu là-bas, elle est sûre qu'il ne restera plus personne à sauver dans tout le village. Même avec la destruction qui se produit, Leila déclare que tant que les blessures du héros ne sont pas guéries, il devrait éviter de combattre ce monstre. Et même s'il ne veut pas l'accepter, Alpha comprend qu'elle a raison et qu'il faudra un certain temps avant qu'il puisse se battre avec toute sa force. Soudain, du haut du ciel, le monstre dont il parlait apparaît pour affronter les deux de front. Alors rapidement, la fille tend la main au protagoniste qui ne voyant pas d'autre option décide de se retirer avec elle à une position sûre jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Pendant l'évasion, il tourne dans une ruelle, et au fait, le héros demande comment elle connaît son nom. En courant, la jeune fille explique qu'Alka est célèbre ici. Il demande si c'est pour être un charognard, et c'est effectivement une des raisons. Cependant, Leila précise qu'une autre raison est qu'elle le considère comme un héros. Leila explique qu'elle était là le jour où les loups-garous ont attaqué le village, et c'est pourquoi elle croit en la capacité du protagoniste. Si la situation est entre les mains du héros, elle est sûre qu'il la résoudra. Face à ce regard plein d'espoir de la jeune fille, Alka lève le poing et décide de promettre qu'il sauvera le village, ce que Lilo voulait entendre. Soudain, un autre son étrange attire leur attention, un cri humain. Quand ils y vont, un bandit kidnappe une fille et l'emmène de force hors de la ville. De plus, le même homme est reconnaissant envers le monstre car personne ne les empêche de faire ce qu'ils veulent ouvertement, ce qui est une excellente occasion de gagner de l'argent. Évidemment, le protagoniste regarde toute cette scène avec dégoût pour les opportunistes qui profitent de la situation pour obtenir ce qu'ils veulent. Leila a la même réaction, mais soudain, quelque chose la surprend. Et juste au moment où le héros essaie de lui parler, il réalise également que même s'il se cachait, un homme l'a vu par derrière et l'a capturé, transformant la fille qui venait d'être sauvée par notre héros en otage des bandits. Avec un ton très sérieux, l'homme chauve explique que si le garçon veut que la fille soit en sécurité, il doit suivre ses ordres. Le premier est d'aller près de la voiture juste devant, ce que le héros accepte. Quand il se fait frapper là-bas, le chef des bandits est confus par cette situation. Après tout, il avait déjà dit qu'il n'avait pas rencontré d'homme, mais il réalisa bientôt qu'il y avait aussi une jolie fille retenue. Et en regardant de plus près chaque partie de son corps, il sourit malicieusement parce qu'il savait qu'elle valait définitivement beaucoup d'argent. Face à cette attitude dégoûtante, le protagoniste demande si le chef a de la conscience dans des moments comme celui-ci. Mais à ce sujet, le bandit n'hésite même pas à dire qu'il n'en a pas. Le fait est qu'ils sont venus ici pour piller ce village en premier lieu. Par conséquent, le bandit précise que le héros a déjà de la chance que ce ne soit pas eux qui aient tué les citoyens, ce qui met évidemment le protagoniste en furie, voulant en finir avec cette racaille dès que possible. Le chef à son tour remarque cette expression de colère et se rapproche, demandant s'il est un aventurier. Puis il chuchote à l'oreille d'Alka que ça doit être honteux pour lui, car peu importe sa puissance maintenant, il ne peut rien faire. Quoi qu'il en soit, tout le monde se prépare à partir, et le chef demande au chauve de bien s'occuper de la fille. Après tout, ce sera un problème si l'aventurier essaie d'intervenir de quelque manière que ce soit. Alda a entendu toute cette conversation en sachant qu'il n'avait besoin que d'un moment d'inattention. Par conséquent, il attendit une occasion de la sauver, jusqu'à ce que soudain, une certaine personne avec un couteau apparaisse derrière le ravisseur. Rapidement, le bandit avertit son partenaire d'esquiver, et il est révélé que la personne est en fait Mille. Par conséquent, puisque le chauve était averti à l'avance, il a réussi à esquiver facilement sans lâcher l'otage, ce qui a fait tomber la fille face contre terre. Le chauve commente que la fille ne peut pas le battre et qu'elle devrait connaître la différence de leur force. Cependant, de manière inattendue, elle dit que c'est bon, laissant le ravisseur confus. C'est parce que juste derrière lui, il y a déjà une autre personne pour s'occuper de ça. En un instant, Alka s'approche, et cette fois avant que le grand ne puisse réagir, il reçoit un coup de poing avec toute la puissance de l'aventurier. De cette façon, non seulement le chauve est vaincu, mais Leila est également libre de tomber directement dans les bras du protagoniste. Face à cela, le chef des bandits dit à ses subordonnés de s'approcher rapidement et leur crie de tuer le héros avant qu'il n'intervienne davantage, alors ils se rassemblent tous autour du garçon. Tout d'abord, le bandit demande à Alka s'il est sûr de cette action car il ne se retiendra pas. Et puisque le garçon ne répond pas, le pistolero l'interprète comme si notre héros avait peur. Sans rien d'autre à dire, alors qu'Alka reste impassible, les bandits se jettent sur lui pour l'achever. Alors le protagoniste se souvint de ce que le chauve avait dit plus tôt avant d'être vaincu. Il a précisé que comprendre la différence de puissance était essentiel pour savoir s'il valait la peine de se battre. Par conséquent, il était ironique que le chef des bandits ne suive pas cela maintenant puisqu'il se battait avec quelqu'un qu'il ne pouvait pas vaincre. Naturellement, après cette déclaration est venue l'absorption massive de niveau par le protagoniste. Et quand il ne restait plus que le chef parmi les bandits, il est devenu désespéré car ce n'était pas la vitesse d'un aventurier normal. Alors le protagoniste s'est assuré de confirmer,
d'autant plus qu'il était déjà au niveau 200. Dans ce cas, dans un dernier instinct de se battre, le bandit dégaine son épée et charge agressivement. Mais, évidemment, le protagoniste l'achève avec un seul coup d'épée. Ainsi, une fois de plus, les pouvoirs sont absorbés, et maintenant le propriétaire de l'armure atteint le niveau 250, ce qui amène également le système à notifier que le niveau maximum pour un être humain a été atteint. Après avoir vaincu le bandit, le protagoniste pense à ce qu'il vient d'entendre. Puis il demande si cela signifie que le niveau 250 est le plus élevé qu'il puisse atteindre, et le système confirme. Pour commencer, le héros n'avait jamais entendu parler d'un aventurier avec des niveaux aussi élevés, mais il ne pensait pas non plus qu'il pouvait y avoir une limite. Quoi qu'il en soit, maintenant que tout est résolu, Léla saute sur son sauveur, le remerciant de l'avoir sauvé. Mais le héros tient à ne pas s'en attribuer le mérite, car pour lui, c'est le moins qu'il puisse faire après la potion d'avant. Car s'il n'avait pas pris ça à temps, il ne serait certainement plus en vie. Pourtant, quelle que soit la raison, Léla reste heureuse car pour elle, Alka est son héros. Face à cette attention et avec tous les corps des bandits au sol, Alka n'accepte pas ce titre car il pense toujours qu'il est immature. S'il avait laissé les bandits en vie, ils auraient attaqué un autre village, alors Alka a déclaré qu'il avait utilisé l'épée parce qu'il ne trouvait pas de meilleure solution. Mais en réponse à cela, Léla commente qu'il n'a pas tort. Et quand on lui demande ce qu'elle veut dire, elle le répète avec plus d'intensité. Pour elle, c'est uniquement grâce à l'utilisation de l'épée par le protagoniste que tout le monde est encore en vie. Par conséquent, elle lui demande d'être plus fier de lui-même, et avec une expression affectueuse, elle dit qu'elle ne laissera pas Alka se rabaisser. Alors et après avoir tout entendu, le protagoniste la remercie, disant que c'est un soulagement de savoir cela, ce qui lui redonne enfin confiance. À ce moment, Mille apparaît en disant qu'elle a déjà évacué toutes les personnes qui étaient piégées. Elle reçoit donc une tape en récompense de son bon travail, ce qui la rend très heureuse. Elle était vraiment heureuse de pouvoir aider car laisser tout à Alka tout en se contentant de regarder n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire. Par conséquent, maintenant, elle appelle le héros et lui demande de se battre à ses côtés jusqu'à la fin. Mais maintenant qu'il a déjà éliminé les bandits, le protagoniste dit que ce ne sera pas nécessaire à sa surprise. Quelques secondes plus tard, alors que le monstre continuait de tout détruire, le protagoniste leur demanda de s'éloigner le plus possible. Surtout que maintenant au niveau 250, le système avertit que le porteur peut facilement dominer le monstre ennemi. Et après s'être tellement renforcé, le protagoniste est maintenant prêt à retourner au combat. Sans même avoir besoin de courir jusqu'à l'endroit, le monstre dont il parlait apparaît, tombant du ciel. Et du haut des murs, sa seule arrivée suffit à soulever une puissante rafale de vent, qui, bien qu'elle affecte les filles, n'affecte pas le protagoniste. Quoi qu'il en soit, il dit qu'il est prêt et demande encore une fois aux deux de courir car il va en finir maintenant. Alors les filles acceptent et s'enfuient en se tenant la main en même temps. Maintenant seul avec le monstre, le protagoniste s'excuse de s'être enfui plus tôt, mais dit qu'il ne s'enfuira plus car il est temps d'en finir avec ce duel. Le variant rugit pour imposer sa domination, mais maintenant le protagoniste ne bouge même pas un doigt. Au lieu de cela, il charge. Au début, il ne pouvait même pas manier une épée à cause de son mauvais état. Puis il a réussi à en tenir une vraie en très bon état et a fini par l'utiliser pour protéger les gens autour de lui. Maintenant, dans ce moment, le protagoniste se souvient du combat contre les loups et se souvient également du moment où il a dû tuer Jirig, ainsi que de la réaction de tous les habitants du village qui attendent d'être sauvés tout en se battant pour leur propre vie. Par conséquent, Alka dit qu'il est temps de réaliser les souhaits de tout le monde en continuant à manier cette épée. Avec une aura inégalée, le protagoniste commente que le monstre devrait se sentir honoré maintenant qu'il a atteint la limite de sa croissance. Après tout, le variant sera le premier adversaire à ressentir la force de l'humanité dans son propre corps. En colère et furieux, le monstre serre les poings et charge pour achever l'aventurier une fois pour toutes. Cependant, il a maintenant facilement repoussé le moment où il essaie d'attaquer. Alta déclare calmement que ce genre d'attaque ne fonctionnera plus et frappe l'adversaire directement dans la poitrine. De plus, alors que la bête est projetée au loin, il se positionne au-dessus d'elle pour enchaîner avec un autre coup, cette fois avec la gravité de son côté. Naturellement, la démonstration de force du protagoniste provoque un énorme nuage de poussière. Et avec ça, le monstre rassemble de l'énergie autour de son œil pour utiliser son dernier recours. Cette fois, le variant parie tout sur la puissance de son faisceau lumineux. Alors le système détecte une convergence d'énergie plusieurs fois supérieure aux précédentes. Mais au lieu de s'enfuir, le héros dit qu'il restera immobile à attendre que l'ennemi abandonne. Étant très proche du variant tombé, le monstre tire son faisceau d'énergie le plus puissant, et Alka se prépare à encaisser cette puissance de plein fouet. Parce que pour lui, peu importe les efforts de la bête, et cela devient clair quand une barrière qui le défend de l'attaque est créée. Car avec la différence de 50 niveaux, Alka sait qu'il n'y a plus aucune chance d'être vaincu. Au milieu d'un décor détruit qui était autrefois un village paisible, les deux êtres puissants se font face. Et suivant sa nature bestiale, le variant essaie de s'imposer en rugissant comme toujours. Mais en observant l'aura du protagoniste, quelque chose change car il semble avoir peur. Au début,
le monstre a utilisé sa plus grande puissance pour dévaster les habitants de ce village, mais il est maintenant sur le point d'être maîtrisé par une puissance encore plus intense, qui pour notre héros qui a déjà vécu de nombreuses expériences comme celle-ci, n'a évidemment rien d'inhabituel dans un monde comme celui-ci. Après avoir volé en un clin d'œil devant le monstre, Alpha le poursuit sans se cacher. Alors le monstre répond en préparant un coup de poing pour intercepter le garçon, mais Alpha non seulement esquive mais frappe également la tête du variant, le faisant tomber au sol étourdi. Même au sol, il essaie de continuer à se battre en préparant une attaque laser rapide et en la tirant sur notre héros. Mais Alpha y fait face déjà avec un peu d'ennui envers la bête, insistant toujours sur cela. Puisque c'est le cas, notre héros dit qu'il va lui apprendre ce qu'est le vrai désespoir. Une fois de plus, le protagoniste encaisse l'attaque de plein fouet, et cette fois ne prend même pas la peine de faire beaucoup d'efforts. Quoi qu'il en soit, le monstre continue de libérer sa puissance en continu jusqu'à ce qu'il soit finalement fatigué et arrête la puissance de feu. Même un peu de fumée commence à sortir de ses yeux. Cependant, l'expression de surprise est ce qui ressort le plus car lorsque la poussière retombe, le variant réalise que son adversaire va parfaitement bien. Et c'était la stratégie du protagoniste pour bien faire comprendre la différence entre les deux. Comprenant le sens de cela, le monstre semble déçu, mais aussi enragé. Il hurle sans se soucier de la force du protagoniste et, déterminé à se battre une fois de plus, essaie d'attaquer de toutes les manières possibles. Le monstre mélange des attaques physiques avec des libérations d'énergie rapides de ses yeux. Cependant, le protagoniste esquive les attaques et, même en l'air, parvient à la fois à éviter la puissance des yeux et à contre-attaquer. De plus, sans plus d'obstacles, c'est maintenant au tour d'Alka d'attaquer, alors la bête essaie de se défendre avec son bras comme d'habitude. Mais c'était sa pire erreur car la lame du héros est passée directement à travers, coupant l'une des parties les plus importantes de la bête. Alka recule, et avec peu de patience pour continuer, dit au monstre de s'agenouiller pour qu'il puisse régler ça rapidement. Évidemment, cela blesse la fierté du variant, alors il commence à tirer des rayons d'énergie partout. Mais rien de tout cela n'est efficace, et avec une entaille horizontale, le héros fait succomber la bête à la force écrasante de sa puissance. Quand elle tombe à genoux, Alka saute immédiatement au-dessus d'elle. Par conséquent, puisqu'elle a beaucoup blessé les habitants de ce village, notre héros enfonce l'épée en plein milieu de l'œil du monstre. Et ainsi cette bête qui, il n'y a pas si longtemps, semblait pratiquement invincible a été vaincue. Avec la nouvelle victoire du héros, le système essaie d'absorber les niveaux, mais échoue car le propriétaire a atteint le niveau maximum. Ainsi, le système trouve toujours un moyen en débloquant de nouvelles fonctionnalités de l'armure Abyss, permettant d'utiliser la conversion de niveau pour atteindre un potentiel encore plus grand. Le lendemain, après la victoire sur le variant déchu, les gens travaillent dur pour reconstruire la ville. Cela se voit quand l'un d'eux demande du bois du haut d'un toit. En réponse, un assistant dit qu'il va l'apporter immédiatement, mais trébuche soudainement sur une pierre au sol, rendant la chute inévitable. C'est-à-dire si le protagoniste n'était pas apparu par derrière pour sauver le garçon de ce problème. Par conséquent, le citoyen regarde son sauveur avec un peu de surprise, mais remercie rapidement le héros du village pour son aide. Un peu moins occupé quelques minutes plus tard, le protagoniste décide de demander ce qu'est exactement cette conversion de niveau mentionnée précédemment. Alors le système l'informe que le propriétaire peut acquérir de nouvelles compétences épiques en échange de son niveau. Et à ce sujet, on dit que les compétences épiques sont des techniques précieuses avec une variété d'effets, tels que l'augmentation de la vitesse de déplacement ou la résistance au feu, qui sont des exemples de grandes ressources pour les aventuriers. Normalement, ces compétences peuvent être acquises au début alors que la personne monte de niveau. Cependant, comme notre héros ne pouvait pas gagner d'expérience, il n'a obtenu aucune de ces compétences. Par conséquent, même s'il a déjà atteint son niveau maximum, il n'a obtenu aucune compétence épique en retour. Mais malgré l'opportunité tentante, Alka se concentre davantage sur l'essai de comprendre ce que c'est que cette armure Heavy. Concernant la première compétence recommandée, le système en suggère une qui peut faire progresser le garçon au-delà des limites humaines. Cependant, le coût pour cela est de 240 niveaux. C'est essentiellement tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Actuellement, le protagoniste est au niveau 250, donc tout perdre est quelque chose qui fait assez mal. Mais en pensant à l'avenir, cette capacité à progresser au-delà sera quelque chose d'essentiel. Pour cette raison, le héros a demandé à recevoir cette compétence tout de suite, et le système comprend en la plaçant dans l'ordre d'activation par la phrase « Demander la compétence ». Sans hésiter, le héros demande l'augmentation de niveau au-delà des limites humaines. Ainsi, la conversion commence à être exécutée, faisant frissonner notre héros alors qu'une partie de sa puissance est drainée. Toutes les lumières de l'expérience qui s'estompent sont si flashy que les citoyens peuvent le voir de loin. Et sans s'arrêter, d'un noyau d'énergie au cœur de notre héros, tout cela continue de s'écouler. Jusqu'à ce que finalement, avec une lumière encore plus intense, le système annonce que le paiement a été reçu et que la compétence a été accordée au propriétaire. De cette façon, Alka est fier du chemin qu'il a parcouru en tant qu'ancien pilleur de cadavres. Cependant, une sensation encore plus étrange demeure car le héros se rend compte que c'est comme si sa propre puissance avait été étendue.
Alors le système l'informe que le propriétaire a dépassé le niveau maximum de l'humanité, ce qui signifie qu'il est devenu un être transcendant. Dans ce cas, Alka ne peut s'empêcher de sourire à sa nouvelle réussite. Et tout en réfléchissant et en regardant le ciel, il pense une fois de plus à quel point les choses ont changé. Pendant ce temps, à l'entrée du village, un homme irrité commente qu'il est revenu parce qu'il pensait que le moment était venu. Toute cette fureur était due au fait que notre héros avait déjà vaincu la bête à laquelle il s'attendait à faire face. Par conséquent, sa venue serait une perte de temps, mais malgré tout, cet aventurier est devenu curieux de savoir qui serait assez fort pour vaincre ce monstre. De retour au héros, de manière inattendue, puisque le niveau maximum a été dépassé, les 200 qui étaient en attente seront transférés au porteur de l'armure. Et le protagoniste s'en souvient car lorsqu'il a vaincu ce monstre, il n'a pas pu drainer son expérience. Quoi qu'il en soit, maintenant Alka est au niveau 210, ce qui, même s'il a diminué à cause de la conversion, est toujours assez puissant. Avec cela, Alka pense qu'il devrait peut-être obtenir plus de compétences épiques qui coûtent moins cher car elles sont très précieuses. Et s'il parvient à en obtenir beaucoup, il pourrait devenir le seul et unique aventurier le plus fort du monde. Dans ce cas, le garçon pense qu'il doit faire un plan pour l'avenir. Mais soudain, à grands pas, Léla apparaît heureuse de voir le héros et saute vers lui, le laissant embarrassé. Avec une expression mignonne, la fille commente qu'elle le cherchait depuis qu'il avait détruit le monstre. La vie est devenue chaotique. Dans ce cas, le héros s'excuse et explique que la veille, il aidait à éteindre les incendies. Cependant, Mill s'approche en disant que la fille était vraiment inquiète pour lui, ce qui était évidemment aussi le cas pour elle. Notre héros commente qu'il est très heureux qu'elles aillent bien toutes les deux, mais Léla insiste pour donner au garçon le mérite de cela. En fin de compte, elle est aussi reconnaissante qu'embarrassée, et pour le montrer, la fille exprime son affection en embrassant le protagoniste sur la joue, ce qui, bien que simple, la laisse incapable de regarder Alka dans les yeux. Pendant un moment après ce baiser, les deux se regardent avec une expression qui en dit long. Puis Léla rassemble son courage et ferme les yeux pour révéler qu'elle aime le protagoniste, mais elle s'enfuit aussi extrêmement embarrassée. Alka est définitivement celui qui est le plus choqué. Mill, en revanche, prend la situation plus à la légère, et même le boulanger semble louer la réussite de son filleul. Alors Alka, se sentant à la fois irrité et embarrassé, crie fort pour qu'ils sortent de là tous les deux. En fin de compte, le protagoniste ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un puisse avoir des sentiments pour lui à cause de son passé. Il s'est demandé ce qu'il devait faire maintenant, puis le système lui a notifié que montrer sa masculinité était l'action recommandée, laissant Alka encore plus embarrassé. Quelques jours plus tard, sur la route menant à l'entrée du village de Reku, un groupe d'aventuriers s'approche. Le chef se rend compte que c'est l'endroit où ils ont été envoyés. Mais comme ils semblent abandonnés, il pense qu'ils sont peut-être arrivés trop tard. Un collègue, à son tour, commente qu'un autre monstre a peut-être attaqué la région. Après tout, si un dragon flamboyant avait fait son apparition là-bas, tout le village aurait déjà disparu. Dans tous les cas, celui aux cheveux verts pense qu'il devrait y aller pour demander ce qui s'est passé, car ils doivent faire tout leur possible pour éviter d'autres catastrophes causées par le dragon flamboyant. Ainsi, il ordonne à tout le monde de continuer à le suivre, et sans refuser, les aventuriers marchent aux côtés du chef, Yin. Pendant ce temps, dans la région de la grotte où tous les événements ont eu lieu, en s'enfonçant plus profondément dans la zone dominée par les gobelins, un bruit intense se fait entendre. Et la raison en est l'apparition d'un dragon noir très puissant. À ce même moment, dans un autre endroit, le protagoniste teste son couteau lancé contre des dinosaures herbivores qui passent, les frappant et les battant très rapidement malgré un grand groupe. Alka est maintenant de retour au niveau 1 et a acquis de nouvelles compétences épiques ces derniers jours. L'un d'eux est l'effet de poison permanent, qu'il vient de tester sur les dinosaures. Le coût, cependant, était élevé car il a fallu 200 niveaux au héros. Cependant, frapper simplement un ennemi avec un couteau enduit de poison suffit à vaincre les petits ennemis. Une autre compétence consistait à augmenter la précision du couteau. Donc, avec ces deux-là, même s'il perd des niveaux en raison de la conversion, il peut augmenter sa puissance sans avoir à combattre des adversaires plus forts en 1 contre 1. L'inconvénient est qu'il faut quelques heures pour que le poison draine la santé du monstre. Mais avec cela, il pourrait facilement augmenter son niveau même en tant que débutant. Soudain, une lumière commence à s'approcher, indiquant qu'apparemment un monstre est mort. Puis, en absorbant le niveau, l'armure passe du 1er au 41e. Dans ce cas, Alka ne s'arrête pas là et décide d'augmenter l'effet du poison, le faisant revenir au premier. Dans tous les cas, cela peut l'aider à augmenter ses pouvoirs plus rapidement. En ce moment, le protagoniste est définitivement fatigué. Puisqu'il a déjà percé une vingtaine de monstres là-bas, dans quelques heures, il sera de retour au niveau 200. Dans ce cas, puisqu'il a atteint son objectif, Alka décide simplement de retourner au village. En arrivant là-bas, le garçon tombe sur toute cette agitation et demande immédiatement s'il s'est passé quelque chose. Alors l'aventurier de niveau 120 nommé Aion demande si le héros est de la même profession qu'eux. Et au cas où, il ouvre le système en espérant que ce soit utile, mais réalise vite que le niveau est un peu bas. Comme le protagoniste sacrifie ses pouvoirs pour des compétences, tout le monde juge sans savoir. Mais Alpha connaît déjà bien ce sentiment d'humiliation.
Pour tenter d'apaiser la tension, Anne commente que le garçon doit débuter dans le monde de l'aventure. Cependant, il est surpris lorsque le héros révèle qu'il fait ça depuis des années. Le collègue aux cheveux blancs, à son tour, se joint à la conversation en plaisantant avec le garçon, croyant que c'est une blague. Mais en regardant le visage sérieux d'Alka, même lui comprend le sens de tout cela. Face à cela, l'homme se souvient qu'il a entendu des rumeurs sur un tel aventurier, un aventurier célèbre pour être le plus faible des faibles qui s'appelait un racleur de cadavres. Alka, à son tour, ne nie pas être la personne dont il parle, mais demande ce qu'ils vont faire à ce sujet, créant un sentiment d'intimidation terrifiant. Ain, voulant maintenant commencer un combat, informe qu'ils sont en charge d'une requête de subjugation de la guilde. On dit que récemment, ils ont repéré un certain monstre inhabituel dans cette zone. Et lorsqu'on lui pose la question, il confirme qu'il s'agit d'un dragon noir appelé le dragon flamboyant, qui est au-dessus du niveau 150. C'est pourquoi je déplore qu'il faudra plus que quelques aventuriers pour le vaincre. Pour résoudre la situation, tout le monde là-bas a formé une équipe avec des utilisateurs de compétences épiques pour le vaincre. Par conséquent, le chef a demandé aux garçons de rester calmes. Et comme ils ne se sont pas présentés, les deux échangent leur nom avec une poignée de main. Alka pense que si le monstre est vraiment de niveau 150, il pourrait certainement le vaincre seul. Cependant, comme c'est un dragon noir, il se demande si cela pourrait être lié au corps dans la grotte des gobelins. Soudain, un aventurier du groupe arrive en courant, appelant le chef. Et dès qu'il reprend son souffle, il informe désespérément que le groupe d'escorte a réussi à trouver le dragon flamboyant qu'il cherchait. La situation de ce groupe, à son tour, est encore plus désespérée car avec si peu de personnes, des aventuriers ordinaires apprennent de première main à quel point un dragon noir flamboyant peut être terrifiant. Pour en revenir au rapport du messager, on dit que le groupe de reconnaissance dirige actuellement le dragon vers la prairie. Ennement annonce qu'ils vont s'y rendre immédiatement et en informer tout le monde. Le chef appelle les aventuriers à se préparer au combat, ce qui fait acclamer les guerriers avec le commandement. D'après ce qu'Alpha peut observer, le niveau des aventuriers de cette équipe de subjugation varie de 80 à 120. Mais même s'il s'agit d'un groupe d'élite avec des compétences épiques contre le dragon de niveau 150, ils perdront sûrement. À cause de cela, le héros comprend qu'il ne peut pas les laisser comme ça et crie au chef de l'emmener avec lui. À ce moment, les monstres qu'il a percés avec le couteau empoisonné sont sur le point de mourir, et le héros reviendra dans la fourchette de niveau 200. Cependant, comme un ne le sait pas, il refuse la demande car il ne peut pas mettre un niveau 1 en danger. Malgré cela, le héros essaie d'insister, et comme avant, tous ses regards de jugement apparaissent autour de lui, demandant en riant ce qu'un niveau 1 ferait pour aider malgré le sens de la justice qu'il porte. Cette fois, cet homme aux cheveux blancs réapparaît et dit qu'il parlera au nom de son chef bien-aimé. Il crie alors à Phil, le faible, de rester en dehors de ça, ce qui est exactement l'attitude que tout le monde montre, laissant Alka derrière. Même après avoir été humilié, le protagoniste sait que s'il ne fait rien, il y aura des victimes. Mais avec son niveau actuel, il n'est pas étonnant qu'il ne le prenne pas au sérieux. Par conséquent, il n'a pas d'autre choix que d'attendre et de suivre le groupe plus tard. Quelque temps plus tard, même le chef, qui est le plus fort, se retrouve intimidé par la puissance du monstre. Après tout, les rapports selon lesquels l'adversaire était un dragon flamboyant de niveau 150 n'étaient même pas proches d'être exacts. Il s'agit en fait d'un monstre de niveau catastrophe et d'un roi dragon qui unit tous les dragons noirs. C'est le roi dragon noir, un monstre géant et imposant de niveau 300 avec le titre de destructeur flamboyant. Évidemment, face à cet être terrifiant, le chef considère la retraite immédiate comme la seule option car ils ne pourront certainement pas le gérer seuls. Pour le moment, le plus approprié est de contacter la guilde pour obtenir des renforts. Cependant, le dragon n'est évidemment pas un monstre qui attendra que ses ennemis deviennent plus forts. Puis, avec un simple mouvement de sa queue, il lance le chef au loin comme s'il était un insecte. De loin, Alka s'approche à grande vitesse, inquiet du combat qui a déjà commencé. Même de cette distance, il réalise que le dragon est certainement le même que celui de la grotte des gobelins. Alors Alka a du mal à croire que le monstre s'est régénéré à partir de cet état. Dans tous les cas, il avance en sachant que ce n'est pas le moment d'y penser. Et au moment où le monstre prépare une attaque dévastatrice en rassemblant la puissance des flammes dans sa bouche, le protagoniste demande à l'armure combien de temps il faudra pour récupérer les niveaux. Ce à quoi le système répond qu'il faudra encore une trentaine de secondes, mais même à pleine vitesse, l'attaque du dragon est imminente. Alors il supplie désespérément de récupérer ses pouvoirs le plus rapidement possible, jusqu'à ce que finalement, les lumières d'expérience commencent à apparaître derrière lui et fusionnent bientôt dans son corps, confirmant la défaite des monstres par le poison, et ramenant le protagoniste dans la fourchette de niveau 201. Cependant, au lieu de continuer comme ça, il demande la compétence d'annulation de flamme avant que le monstre n'attaque. Le roi dragon lance son souffle de feu avec une puissance maximale, et bientôt toute cette puissance massive se dirige vers notre héros, qui, avec beaucoup de difficultés, parvient à utiliser la compétence qu'il vient d'apprendre, sauvant, malheureusement, une seule personne. Aion, qui s'est trouvé être un chanceux, est impressionné que le garçon ait réussi à arrêter le souffle du destructeur flamboyant. Et plus que cela, celui aux cheveux blancs d'avant,
qui est dans un état terrible, a du mal à croire qu'un pilleur de cadavres résiste plus qu'eux. En fin de compte, le héros révèle que c'est parce qu'il est beaucoup plus fort que tous. Mais malheureusement, il n'a pas pu les protéger parce qu'il était affaibli. Par conséquent, il s'excuse pour son incompétence, et l'homme s'effondre au sol, apparemment sans vie. Alka se met en colère plus qu'il ne l'a jamais été parce que peu importe à quel point il devient fort, des vies continuent de lui échapper. Alors, pour le bien des aventuriers qu'il n'a pas pu protéger, le héros a crié qu'il allait vaincre le monstre tout de suite. Le roi dragon déchaîne un autre puissant souffle de feu, et a un cri au garçon de s'écarter. Cependant, Alpha dit que ça va et encaisse l'attaque de plein fouet, l'attrapant simplement avec ses mains et l'écrasant facilement. Il déclare ensuite que ce genre de boule de feu ne fonctionnera pas. Face à cela, un essaie de comprendre ce qui se passe et est irrité de ne pas pouvoir vaincre l'aventurier. Le dragon crache plus de feu. Cependant, le héros continue de détourner toutes les tentatives de le détruire sans difficulté. En ce moment, les attaques de flammes ne fonctionneront plus, mais en échange de l'annulation du feu, le garçon a perdu une grande partie de son niveau, revenant au niveau 21. Dans ce cas, il se demande s'il sera vraiment capable de surpasser le dragon, ainsi que s'il existe un moyen d'augmenter à nouveau son niveau. Quoi qu'il en soit, le roi dragon prépare maintenant une charge physique et frappe presque le protagoniste avec ses griffes, démontrant à quel point un coup d'un monstre aussi géant peut être puissant. Évidemment, le héros comprend qu'il ne pourra pas réagir à ses griffes à son niveau actuel. Mais alors que son attention était concentrée sur l'avant, soudain, la queue du monstre est venue vers le protagoniste à grande vitesse. Et dans cette situation, il n'y avait rien d'autre qu'il pouvait faire pour s'échapper, du moins de la part du héros, car soudain, quelqu'un est apparu, commentant que c'était une honte et d'un seul coup, a coupé le dragon en deux. Ainsi, avec le monstre vaincu, cette personne se tenait au sommet du cadavre, laissant notre héros choqué par les pieds. Logiquement, le protagoniste crie en demandant qui est ce guerrier. Puis, avec un sourire fier, l'homme se présente comme Baldur, l'un des seuls aventuriers de classe calamité du continent. Alka a du mal à croire ce qu'il entend, et a un commande qu'il n'en a jamais rencontré en personne auparavant. On dit que la force de ce type d'aventuriers crée des histoires et que leurs actes créent des légendes. C'est une existence qui transcende les frontières de l'humanité et le guerrier qui règne en maître au-dessus de tout ce qu'ils peuvent atteindre. C'est le sens de la classe calamité dans le classement des aventuriers. Face à cela, Baldur commente que celui aux cheveux verts sait bien de quoi il parle. Et en regardant le système, le héros réalise que le gars est vraiment au-delà des limites puisqu'il est de niveau 300. Baldur est connu pour être quelqu'un né avec la capacité de briser les limites, ce qui est exactement le contraire de la condition du protagoniste. Quoi qu'il en soit, il demande si le garçon est là pour les sauver, mais l'aventurier se sent offensé rien qu'en pensant à cette possibilité. Puis il déclare que les deux ont mal compris car il n'est venu que pour affronter un aventurier en armure noire qui a ruiné ses plans. À ce sujet, le protagoniste demande quels sont ses plans, alors le rouquin commence à expliquer. Après avoir demandé aux habitants, ils ont dit qu'un héros en armure noire avait défendu le village contre le monstre borgne. Par conséquent, Baldur se demandait quel genre de guerrier c'était, mais a été déçu de constater que ce n'était qu'un faible. À ce moment, le dragon montre qu'il n'est pas encore mort et bouge en essayant de réagir. Cependant, l'aventurier affirme sa domination en enfonçant son épée et une fois de plus pour faire taire les bêtes puisqu'il est au milieu de son discours. De retour à la conversation après avoir éduqué le dragon, Baldur révèle que tant que le noyau du destructeur flamboyant n'est pas détruit, il continuera de se régénérer. Par conséquent, il révèle également qu'il a tué cette bête une fois dans le nid de gobelins, ce qui fait enfin connecter les points au protagoniste. Cependant, l'aventurier déclare qu'il n'a pas détruit le noyau exprès, laissant le héros confus, se demandant pourquoi. La réponse était que lorsque le monstre a mangé la chair du destructeur flamboyant, sa structure a radicalement changé, le faisant devenir fou. Le roi dragon est si puissant qu'il pourrait anéantir un village entier, il avait donc besoin de quelque chose d'un peu plus faible. Ainsi, un monstre dans un état berserk était exactement ce dont il avait besoin pour attaquer le village, puis être tué par le soi-disant sauveur de l'endroit. Donc, la deuxième partie du plan serait de vaincre le dragon coupable une deuxième fois. De cette façon, il pourrait gagner plus de gloire que simplement le tuer sans public autour. Naturellement, je suis choqué que cela soit dit si désinvoltement. Mais pour en revenir à la plainte, Baldur crie qu'Alka a tout gâché quand il est intervenu dans son plan. La tête baissée, Alka demande si le gars a vraiment mis tout le village en danger pour quelque chose comme ça. Puis l'aventurier rit bruyamment et déclare que tout ce qu'un aventurier de rang calamité recherche, c'est la gloire, l'or et les femmes pour profiter de la vie. Cette déclaration était exactement ce dont le protagoniste avait besoin pour prendre sa décision. Par conséquent, avec une expression terrifiante, il déclara que c'était vraiment absurde. Puisque pour ses désirs égoïstes, l'aventurier a laissé des innocents être blessés et des camarades mourir. Tout cela à cause de l'énorme avidité de ce type. Ainsi, le protagoniste demande à l'armure abyssale de lui prêter un peu de sa force, car il va définitivement vaincre cet aventurier de classe calamité. Évidemment, Baldur considère ce discours comme une blague,
mais se met aussi en colère juste parce qu'Alka a insinué qu'il pouvait le vaincre. Et pour afficher sa domination, il démontre un peu de sa puissance en libérant une forte aura. Alka comprend que le type est au niveau 300 et réalise que s'il se bat de front, il sera anéanti puisqu'il n'est qu'au niveau 21. Mais juste derrière le type, il y a encore une chance avec ce cristal du roi dragon. Ce noyau est sur le point de s'effondrer, donc si le protagoniste peut le détruire et absorber le niveau du destructeur flamboyant, il y aura une chance de gagner. Quoi qu'il en soit, le protagoniste demande s'il existe une compétence appropriée pour détruire le noyau à distance. Alors le système commence à chercher, mais comme cela prend quelques secondes, l'aventurier de classe Calamité saute sur le protagoniste, prêt à l'achever. Et avant qu'il ne puisse réagir, l'attaque se connecte, envoyant l'héros et une volée. Dans tous les cas, le protagoniste est celui qui est le plus blessé, traîné sur le sol par cette puissance dévastatrice. Ainsi, il réalise ce que signifie vraiment être un aventurier de classe Calamité. Baldur, à son tour, commente que c'est dommage qu'il ait manqué son coup, mais garantit qu'il ne le manquera pas la prochaine fois. À ce rythme, la défaite de notre héros est claire, mais la recherche du système est terminée, et l'option d'acquérir la compétence appelée arme micro-explosive apparaît. La compétence peut faire exploser l'arme elle-même, et le coût est de 20 points. Alors le héros demande ce qu'il doit en faire. Parce que s'il fait exploser son épée, cela ne détruira pas le noyau de loin, et le faire avec son arme principale n'est pas recommandé. Par conséquent, logiquement, le héros se demande ce qu'il doit faire. Alors l'idée qui vient est d'utiliser le couteau empoisonné qu'il utilisait pour monter de niveau, et maintenant Alka comprend le plan. Baldur, d'un autre côté, trouve ennuyeux que le héros soit toujours debout. Il crie qu'un seul coup de poing suffira. Mais à ce moment-là, le protagoniste demande la compétence d'arme micro-explosive. Logiquement, Baldur ne comprend pas ce que fait le garçon, mais le protagoniste n'a pas besoin d'expliquer et saisit simplement ses couteaux. Alors avec une grande confiance, il déclare qu'avec cela, il va renverser la situation et en lance 3 vers la cible. Alors que les lames volent dans sa direction, Baldur réalise que ce sont des couteaux avec du poison permanent. Cependant, il dévie facilement ceux qui s'approchent de lui, complimentant la compétence du héros, mais disant aussi que c'est inutile s'il ne peut pas atteindre la cible, ce que le protagoniste accepte, mais dit aussi qu'il n'y a pas de problème. Après tout, ces couteaux n'étaient que des distractions pour celui qui est allé vers le noyau. Et au moment où il était sur le point de s'effondrer, le héros a crié pour activer la détonation, provoquant une explosion dans le noyau, laissant le protagoniste fier car avec cela, le destructeur flamboyant est finalement vaincu. Et à l'instant même où le monstre meurt, toute son expérience commence à sortir de son corps, laissant Baldur choqué. Dans tous les cas, maintenant les niveaux sont absorbés par le protagoniste et même sans le comprendre pleinement. Le fait est que notre héros avance rapidement vers l'aventurier, faisant commencer l'affrontement entre les deux. Baldur ne pouvait tout simplement pas comprendre cette puissance puisque le héros était au niveau 21 il y a quelques minutes à peine. Alors Alpi a confirmé que le guerrier avait raison, mais seulement dans le passé, car maintenant sa puissance est celle d'un aventurier de niveau 301. Face à cela, le guerrier se met en colère car il comprend enfin comment le protagoniste a vaincu ce monstre borgne. Tout cela grâce à cette mystérieuse capacité que possède le protagoniste et rempli de rage. Le roux frappe avec force en voyant le protagoniste voler. Le roux dit alors au garçon de ne pas le provoquer car son simple avantage d'un seul niveau ne suffira pas à surpasser l'expérience d'un aventurier comme lui qui était au niveau de classe Calamité. Avec une autre attaque, Baldur détruit le sol où se tient le protagoniste mais est surpris quand il regarde de plus près. Parce que notre héros utilise la force centrifuge pour porter un puissant coup au-dessus de sa tête, causant une autre destruction massive. Alka crie, questionnant ce discours sur le fait d'avoir moins d'expérience, et par l'arme de l'aventurier. Alors prêt à frapper, il déclare que contre une lame tachée par l'avidité, il ne peut jamais être vaincu, ce qu'il démontre avec plusieurs coupures sur le corps du méchant jusqu'à ce que Baldur se mette également en colère. Avec une aura plus puissante que jamais, Baldur loue le courage du garçon en armure noire pour avoir crié en sa présence. Mais maintenant sa rage est si grande qu'il dit simplement à Alka de se taire, et en activant sa capacité épique, la manifestation du dieu est déchaînée. Tout en hurlant de rage et en libérant son aura, un puissant éclair tombe du ciel et frappe Baldur directement. Alors une transformation commence à se produire dans le corps de l'aventurier, faisant se dresser ses cheveux et la foudre apparaît sur tout son corps. Naturellement, Alka a très peur, et tout ce que Baldur peut dire, c'est le mot puissance à plusieurs reprises. Alors avec l'attaque dévastatrice, il déclare que c'est la vraie puissance d'une aventure de classe Calamité. Et en un instant, il se rapproche sur le point de frapper le héros alors que Baldur crie au garçon de ne pas courir. Il est plus que clair que si cette attaque frappe le protagoniste, tout sera fini. Alors il esquive avec tout ce qu'il a, mais comprend l'étendue de la puissance du dieu tyran. Alka pense qu'il devra utiliser cette chose qu'il a trouvée en consultant la liste des compétences. C'était une capacité spéciale qui ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. Alors maintenant, le protagoniste répond et crie pour demander la capacité au système, ce qui pousse Baldur à attaquer à nouveau pour l'arrêter. Cependant, juste au moment où il allait être touché par cette charge, un bouclier apparaît devant lui,
avec je suis responsable de sa défense, faisant prendre au garçon tout l'impact et tomber sur le dos au sol. Malgré tout, avec sa dernière force, Ain se lève. Avec un profond regret, il commente que s'il avait vaincu le roi dragon dès le début, ses camarades seraient vivants. Et précisément à cause de cela, il pleure désespérément, suppliant le héros de venger ses compagnons, ce qu'Alka accepte à cause de la sincérité du garçon. Enfin, le héros demande la compétence, et cette fois ce qu'il a demandé, c'est la malédiction de l'armure noire. Baldur, d'un autre côté, continue d'attaquer sans arrêt, disant à Alka de se taire déjà. Alors qu'une énergie massive approche, le système informe que la capacité demandée ne peut être utilisée qu'une seule fois et demande confirmation, ce que le héros donne. Avec cela, la demande est confirmée, et le coup sera d'un niveau plus un coup de niveau supplémentaire optionnel. Dans ce cas, tout en se défendant, le protagoniste dit au système d'appliquer le coup de niveau supplémentaire. Et pour acquérir cette capacité, il offre les 300 niveaux qu'il possède, ce qui est confirmé, générant la conversion de niveau qui se produit instantanément. Comme si c'était quelque chose de transcendant des cieux, alors Ain, regardant tout sans comprendre, demande qui diable est le protagoniste. Naturellement, après la conversion, le héros redevient un aventurier de niveau 1. Baldur devient curieux de savoir ce que le protagoniste vient de faire. Mais quand il décide de regarder la fenêtre d'état du héros, il commence à rire beaucoup, réalisant qu'il est redevenu un guerrier de niveau 1. L'aventurier pense que c'était la limite de la capacité du héros et charge ensuite, s'attendant à envoyer le garçon dans l'au-delà. Cependant, il ne pouvait pas se tromper plus car le plan de notre héros était d'entraîner Baldur avec lui. À ce moment-là, la malédiction de l'armure noire est activée. L'héros est surpris car soudainement une énergie maléfique commence à émaner du corps d'Alka. Rapidement, cette énergie enveloppe le corps de l'aventurier, le retenant de diverses manières. Et même après un court laps de temps sous cela, il réalise que sa puissance diminue. Alors le héros annonce que c'est la malédiction de l'armure noire. Pour chaque coup de niveau supplémentaire payé, la capacité réduit le niveau de l'adversaire du même montant. Cela dit, même si Baldur essaie de réagir, rien ne changera. Étant donné que le coût supplémentaire était de 299 niveaux, ce sera maintenant le montant retiré à l'aventurier. Avec une expression très sérieuse, le héros demande alors combien de niveaux l'aventurier pense qu'il lui restera. Évidemment, quelqu'un d'aussi avide que lui ne peut pas croire en cette possibilité et crie, suppliant d'être laissé seul. Cependant, le héros répond avec un sourire fier en disant que c'est assez simple car maintenant lui et l'aventurier sont à égalité au niveau 1. À la fin du processus de capacité, Baldur tombe du ciel au sol et incapable encore de croire qu'une telle chose puisse arriver, il crie en appelant sa fenêtre magique. Cependant, au moment où il a regardé, la réalité était claire, et finalement, le grand aventurier classé calamité a été réduit au niveau 1. Définitivement, le garçon n'avait jamais été aussi en colère, mais même au niveau 1, il serra les dents et déclara qu'il ne perdrait pas. Après tout, il était toujours un aventurier de classe calamité, et même affaibli. Il croyait qu'il pouvait battre quelqu'un comme lui. C'est ce qu'il pensait car en un instant, le protagoniste est apparu avec une attaque précise, et Sogi a déclaré que dans le village de Récul il n'y a pas si longtemps, il y avait un homme jugé pour être un pilleur de cadavres. Ce même homme est né incapable d'acquérir de l'expérience et ne pouvait pas monter de niveau. Cependant, toute cette histoire n'avait aucun sens pour Baldur, qui a crié à Alka de ne pas le provoquer et a attaqué avec son épée, faisant reculer le héros. Dans tous les cas, Alka continue l'histoire en disant que cet homme était de niveau 1 toute sa vie. Alors il atteint enfin la conclusion de ce conte, disant que c'est dommage pour Baldur d'avoir été le cas opposé au sien. Après tout, le pilleur de cadavres, qui était le protagoniste, savait mieux que quiconque dans ce monde comment se battre au niveau 1. Sans son bras, le ventre de l'aventurier commence à saigner de manière incontrôlable. Cependant, toujours sous l'effet de la capacité du dieu tyran, Baldur reste debout et tient son épée, disant qu'il n'a pas encore perdu. Cependant, pour le protagoniste, c'est déjà suffisant pour décider de l'issue de la bataille. Même dans cette situation, Baldur est trop fier pour reculer, alors il court et essaie d'attaquer le garçon par derrière, criant de rage. Cela fait mépriser au protagoniste l'attitude du guerrier puisqu'il ne peut même plus maintenir son sang-froid. Alka désarme rapidement le guerrier, et puisqu'il insiste pour attaquer, lui inflige plusieurs coupures sur son corps. Ainsi, l'aventurier encaisse tout et finit par s'effondrer, vaincu, sur le sol. Quelques secondes plus tard, Ayan, qui est encore capable de se tenir debout, s'approche pour parler. Il remercie du fond du cœur notre héros d'avoir vengé ses compagnons. Cependant, le protagoniste répond avec un sourire qu'il n'y a pas besoin de le remercier. Après tout, il ne pouvait pas non plus lui pardonner et se serait battu même s'il n'y avait pas eu de requête. En outre, Alka redevient sérieux car, apparemment, les choses ne sont pas encore terminées. Avec ses dernières forces, Baldur crie sur le garçon en armure noire. Dans cet état, il reconnaît avoir perdu son bras et ses pouvoirs d'aventurier de classe calamité. Et bien qu'il n'aime pas ça, il informe que d'autres, tout aussi forts, vont bientôt le découvrir. S'il disparaît soudainement, ses compagnons de classe calamité essaieront de comprendre ce qui se passe. En fin de compte,
C'est un groupe de personnes très difficile à comprendre, mais Baldur tient à prévenir que quelqu'un d'autre viendra à sa place, et que tôt ou tard, ce sera la fin pour le protagoniste. Alka, à son tour, déclare que si un autre aventurier de classe Calamité veut le défier, il devra simplement vaincre tous ceux qui viendront. Alors Baldur rit, espérant que le protagoniste ne perdra pas cette confiance. En tout cas, en ce moment, il a déjà perdu trop de sang, donc quelque chose commence à briller, et l'aventurier fait ses adieux. Ayn crie que c'est un objet de téléportation, et notre héros court aussi vite qu'il le peut pour ne pas le laisser s'échapper. Mais Baldur prévient que si le garçon ne meurt pas seul, la prochaine fois qu'ils se rencontreront, c'est lui qui le vaincra. Et sans laisser au protagoniste le temps de l'atteindre, l'aventurier est téléporté loin dans le ciel. Au final, il a réussi à s'échapper, alors Ayn crie, demandant ce qu'il faut faire puisqu'il y a maintenant la possibilité qu'il attaque. Mais pour le héros, il est bon de le laisser partir. Parce que même s'il réapparaît à l'avenir, Alka est confiant qu'il ne perdra pas, ce qui suffit à calmer un peu Ayn. En tout cas, il reste que beaucoup de gens ont perdu la vie ce jour-là. Ayn commente qu'il devra signaler tout ce qui s'est passé à la ville d'où il vient. Puis soudain, le protagoniste s'excuse à la surprise de l'aventurier car il a une requête à faire et a besoin que le garçon l'écoute. Naturellement, l'aventurier demande si Alka est sûr de ce qu'il veut, mais le protagoniste déclare qu'il a déjà pris sa décision. Par conséquent, les deux semblent heureux puisque l'objectif de notre héros est maintenant de quitter le village. Il y a quelques secondes, lorsque le protagoniste a demandé une faveur, Ayn se demandait quel genre de faveur quelqu'un d'aussi fort pouvait bien demander. Mais penser qu'il voulait être emmené dans une autre ville était quelque chose d'assez inattendu. Pour être honnête, le héros aurait aimé continuer à être un aventurier dans ce village. Mais après cet incident, ces aventuriers de classe Calamité le surveillent maintenant. Par conséquent, Alko a peur que quelqu'un comme Baldur ne revienne. Il ne veut pas que l'endroit où il est né soit à nouveau impliqué. Et c'est précisément parce qu'il comprend ce choix que le garçon aux cheveux verts a décidé de l'accepter. Maintenant que le destructeur flamboyant n'est plus une menace, Ayn montre un collier avec une pierre de communication magique. Il était utilisé pour demander que des aventuriers soient envoyés pour gérer les conséquences. Même après le départ du garçon, ces guerriers protégeront le village, le rendant sûr pour le moment. Ainsi, Alka est très reconnaissant. Mais pendant que les deux se promènent dans la ville, Mel observe tout de loin et accourt très inquiète. Pour le moment, lorsque les deux arrivent à la boulangerie de l'oncle, pour une raison quelconque, l'endroit est fermé et le vieil homme n'est pas là. Eman demande si le héros a quelqu'un à qui il veut dire au revoir, et Alka confirme. Alors celui aux cheveux verts suggère qu'il parte un autre jour. Cependant, Alpi décide toujours de partir car il serait difficile de dire au revoir s'il rencontrait ces personnes. Non seulement son oncle, mais aussi Milelela. En fin de compte, le protagoniste ne veut dire au revoir à personne car être impliqué avec lui ne fera que leur faire du mal. Par conséquent, les deux aventuriers arrivent à l'entrée de la ville. Avant de partir, Ayn prévient qu'une fois parti, il ne sera pas facile de revenir. Mais le héros déclare qu'il n'a pas de pensée contradictoire, ce qui lui permet de partir sans se retourner. Cependant, juste au moment où il était sur le point de partir, son nom a été appelé par l'oncle qui l'a élevé. Même à ce moment-là, le vieil homme commente que le garçon n'a pas besoin d'être triste s'il part. Il a entendu dire que le garçon se préparait pour un voyage, alors il a décidé de lui faire du pain. Par conséquent, l'oncle le lui remet, et Alka s'excuse abondamment d'avoir quitté le village sans rien dire. Mais une fois de plus, le vieil homme demande à notre héros de sourire avec une expression très heureuse. Après tout, il est sûr qu'il y a une bonne raison de quitter cet endroit. Le fait est que le vieil homme observe la vie d'aventure du protagoniste depuis le début. Par conséquent, il a demandé à au moins voir un sourire sur le visage du garçon, qui, après avoir compris le message transmis, sourit et dit au revoir avec affection. Plus tard, déjà à quelques minutes du village, Ayn commente que le vieil homme est une bonne personne, et le héros est d'accord. Puis il prend un morceau de pain et le mange en silence, ce qui incite Ayn à s'enquérir curieusement du goût. Par conséquent, avec un sentiment de nostalgie, Alka dit que c'est délicieux, ce qui les rend heureux tous les deux. En tout cas, Ayn commente que la destination est maintenant la ville où se trouve sa guilde, qui est la ville administrative du sud appelée Garamu. Ainsi, alors que les deux sont sur le point d'arriver dans la ville, Mel a informé Lela de ce qui s'était passé, mais il était déjà trop tard car Alka avait quitté Raquel derrière lui. Près de Doromu, un groupe de gobelins mené par un gobelin de niveau 5 tend une embuscade à un chariot. Ayn est évidemment désespéré en réalisant que le chariot du marché est attaqué. Puis Alka demande à Yann de tenir le sac de pain un instant car c'est exactement ce dont il avait besoin, puisqu'il voulait augmenter un peu son niveau avant d'arriver en ville. Ainsi, le protagoniste vainc tous les monstres avec facilité, absorbant l'expérience, et le même sort arrive à celui de niveau supérieur, le chef. Par conséquent, regardant tout de loin, M devient anxieux de voir à quel point le protagoniste va devenir fort. Et après seulement quelques secondes de combat, notre héros achève tous ces monstres, devenant encore plus fort. Ainsi, il ne reste plus qu'à terminer le chemin vers la ville administrative du Sud. Avec les deux maintenant capables de voir les gens et les bâtiments, Ayn commente qu'ils sont enfin arrivés,
ce qui surprend le protagoniste. Il présente ensuite au protagoniste cet endroit, qui est la ville administrative du sud appelée Doremu. Doremu est une ville située au nord-ouest du village de Reculé et la plus grande ville de la partie sud du continent. Dès qu'il entre, le protagoniste remarque qu'il y a beaucoup de monde sur place et que l'atmosphère est assez différente de ce à quoi il est habitué. Mais pour Anne, c'était déjà attendu de la plus grande ville de la région. De plus, on dit qu'au centre de l'endroit, il y a aussi la branche sud du Conseil central de gestion des aventuriers. De nombreuses guildes opèrent dans cette ville, et il y a aussi beaucoup d'aventuriers talentueux. Par conséquent, Anne commente que le protagoniste ne se démarquera pas beaucoup là-bas tout en gardant son niveau aussi bas qu'il l'est maintenant. Actuellement, le protagoniste est passé du niveau 1 et est maintenant au niveau 100. Dans ce cas, il comprend qu'il n'est pas logique d'augmenter trop sa puissance quand ce n'est pas nécessaire, et il remercie son nouvel ami pour ce conseil. En chemin vers la ville, notre héros essayait d'augmenter son niveau autant que possible. Cependant, à un moment donné, Aang a suggéré que le garçon ne devrait pas trop augmenter son niveau de puissance. Après tout, s'il entrait dans l'endroit avec un niveau très élevé, il attirerait beaucoup d'attention. Par exemple, s'il se promenait dans la ville au niveau 300, la naissance d'un nouvel aventurier de classe Calamité deviendrait un sujet brûlant à Doremu. Et si cela se produit, d'autres aventuriers tout aussi forts le remarqueront. De plus, s'il découvre que le protagoniste est celui qui a vaincu Baldr, il devra peut-être faire face à un combat au milieu de la ville. Et de nombreux aventuriers de classe Calamité sont également problématiques, il est donc préférable d'éviter d'être détecté. Pour démontrer ce qu'il dit, Aang observe un petit lapin effrayé après le combat, d'où les gobelins. Il commente qu'il n'y a normalement aucune raison pour que les aventuriers se battent entre eux. Et avec une expression très amicale, il appelle le lapin pour un câlin, disant qu'ils existent en fait pour maintenir la paix. Face à tout cela, Alka pense qu'Aang est définitivement un aventurier qu'il peut respecter. Généralement, la classe sociale est souvent obsédée par l'argent et la gloire comme dans le cas de Baldr. C'est pourquoi le protagoniste espère qu'un jour il pourra devenir un aventurier comme Aang. Puisqu'il ne suffit pas d'avoir un niveau élevé car il doit également correspondre au sens de la justice qu'Aina. Quoi qu'il en soit, le héros demande où ils vont maintenant. Alors Aang s'excuse d'avoir oublié de le dire et révèle qu'ils vont visiter le conseil central de gestion pour faire rapport sur l'affaire du roi dragon. Cependant, soudain, l'expression du garçon devient plus sombre, ce qui suscite le doute chez notre héros. Déjà à l'intérieur du siège du conseil central des aventuriers et au bureau d'accueil principal, un membre du personnel les salue, demandant s'il est là pour signaler la conclusion. Cependant, Aang déclare qu'il a déjà signalé via un message magique, alors la fille dit qu'elle va préparer la récompense. Mais avant toute chose, elle demande avec un sourire quelle était la mission accomplie. Et sans hésitation, Aang révèle qu'il s'agissait de tuer le roi dragon du village de Rekjol, ce qui laisse la réceptionniste en état de choc étant donné le prestige de cette mission. Quoi qu'il en soit, elle informe à la hâte qu'elle apportera la récompense immédiatement, et place bientôt 4 sacs pleins de pièces d'or sur la table, tandis qu'Aang reste silencieux. Le membre du personnel informe que pour cette commission, l'argent des victimes va aux survivants. Cependant, comme Aang est le seul là, ce sera lui qui recevra tout, dit la fille, angoissée par la situation. Finalement, le protagoniste parvient à comprendre la raison de la tristesse de son ami. Le fait qu'il reçoive tout l'argent pour ses amis tombés au combat est une torture pour quelqu'un d'aussi gentil. Quoi qu'il en soit, la fille demande à Aang d'être prudent. Mais quand les deux partent avec la récompense, le héros lui demande pourquoi. Ainsi, Aang crée un scénario dans lequel des membres de la famille ou des amis se portent volontaires pour une équipe et meurent, tandis que seul le chef survit pour recevoir toute la récompense. Et dans ce cas, il demande ce qu'Alka penserait de ce chef. Finalement, le héros commence à comprendre, mais dès qu'il quitte la guilde, ce qu'Aang a dit devient clair, car cela arrive plus vite que prévu. S'il avait pu, il n'aurait pas voulu impliquer le protagoniste dans cette affaire. Mais le fait est que maintenant, devant eux deux, beaucoup étaient là pour juger l'aventurier de la pire des manières, en disant des choses horribles. Mais ce n'étaient que les sentiments des familles et des amis des défunts. Et en tant que chef du groupe, Aang a déclaré qu'il était de son devoir de faire face à leur colère. En fin de compte, c'est lui qui a mené l'équipe d'attaque qui a entraîné la mort de tous ses compagnons. Et à cause de cela, peu importe ses regrets ou sa lutte, rien ne changera la réalité. Pendant que le garçon endure la pression, tous les gens réclament qu'il dise quelque chose sur les collègues qui ont été laissés mourir. Puis, après avoir écouté chaque plainte des citoyens et des familles des aventuriers, Aang déclare qu'il assumera l'entière responsabilité. Il reconnaît qu'il n'a pas pu sauver un seul membre de l'équipe d'intervention et qu'il les a finalement tous laissés mourir. Alors la vague de haine des gens s'arrête un instant, mais revient vite car certains se fichent de ses regrets. Après tout, l'équipe d'attaque était composée des meilleurs des meilleurs. Ainsi, un des membres de la famille crie qu'il ne peut pas croire que tout le monde ait été tué par un dragon de niveau 150. Face à cela, Alka réalise que quelque chose ne va pas dans cette déclaration. Ce monstre qu'ils ont combattu était en fait un roi dragon de niveau 300, ce qui rendait la défaite du groupe naturel. C'est pourquoi notre héros a rapidement demandé l'attention de tous pour expliquer la situation. Cependant,
Aang a simplement remercié le garçon d'avoir essayé de le défendre et a continué à porter la culpabilité de la mort de ses compagnons. Pour lui, si à ce moment-là il s'était immédiatement retiré et avait évacué avec les citoyens, tout aurait pu être différent. Par conséquent, Alka essaie d'argumenter. Son ami ne semble pas vouloir écouter. Soudain, une personne s'approche en disant que ce qu'ils disent est absurde. Parce que de l'avis de cet homme, le chef a dû intentionnellement laisser les autres mourir. De cette façon, il pourrait prendre toute la récompense pour lui. Face à cette déclaration, Alka ne peut plus se retenir et s'avance en criant qu'il ne ferait jamais une chose pareille, ce qui surprend son compagnon. Cet homme à son tour dit au héros de se taire, disant qu'il ne veut pas entendre ce qu'un étranger a à dire. Cependant, le protagoniste déclare qu'il n'est pas un étranger et qu'en fait, il est un aventurier qui a combattu aux côtés du chef contre le destructeur de flammes, un monstre de niveau 300. En entendant cela, même les membres de la famille en colère commencent à avoir des doutes, car si c'est vrai, survivre est un miracle. Pourtant, l'homme croit que le garçon dit des absurdités. Mais bien qu'il ne veuille pas l'admettre, il se rend compte que le héros est aussi fort que lui après avoir vérifié son statut. Quoi qu'il en soit, il demande avec irritation quel genre de miracle un niveau 110 doit accomplir pour survivre contre un monstre de niveau 300, et le héros répond qu'il en a beaucoup. Cela fait beaucoup rire l'homme, pensant que c'est une blague. Jusqu'à ce qu'il redevienne sérieux, ordonnant au protagoniste de s'écarter, mais Alpa dit qu'il ne le fera pas. Cela crée une tension instantanée entre les deux, qui commencent bientôt à s'affronter. Seul le vent de leurs épées qui s'entrechoquent perturbe tout l'endroit, puis un cri à Alka d'arrêter. Parce que l'esprit du chef pense constamment que tout ce qui se passe est de sa faute puisqu'il n'a pas réussi à sauver ses précieux amis. Et maintenant, parce qu'il était un chef inutile, Alko essaie de laver sa réputation en se battant pour lui. Cependant, le héros s'assure de nier toutes ces déclarations déprimantes. Il reconnaît qu'il est vrai que tous les membres de l'équipe d'attaque ont été tués. Mais il frappe l'homme chauve avec la conviction que ce n'est pas tout, car en fin de compte, ce n'était qu'un accident que personne n'aurait pu prévoir. De plus, le chef était là pour ses compagnons jusqu'à la toute fin, même lorsqu'il devait affronter un ennemi beaucoup plus fort. C'est pourquoi le protagoniste crie qu'il ne devrait pas avoir honte car il n'a pas abandonné ses compagnons. Et avec une frappe précise, il désarme l'homme chauve, le laissant tremblant debout à cause des coups qu'il a subis lors du duel. De plus, avec une expression fière, le héros demande sincèrement comment quelqu'un qui pleure autant pour ses camarades tombés au combat peut être considéré comme un chef inutile. À ce moment, le héros déclare qu'il ne s'opposera pas si son compagnon veut vraiment assumer la responsabilité de la fatalité de l'équipe. Cependant, il dit qu'il est injuste de se blâmer pour tout cela sans clarifier les malentendus qui l'entourent. Parce qu'Alka lui-même veut que tout le monde connaisse la vérité, Kaan était un chef qui n'a jamais fui, quelle que soit la difficulté de la situation. Aang, à son tour, les larmes aux yeux, demande pourquoi le héros va si loin. Ben envoie une main à son compagnon. Alpha révèle que c'est parce qu'il est un aventurier qui le respecte profondément, ce qui est certainement une raison suffisante. Face à ce moment touchant, l'homme chauve se remplit de rage et prépare un sale coup. Rusé, il lance un couteau caché par derrière vers les deux. Et comme l'objet arrivait à très grande vitesse, il n'aurait pas le temps de réagir. Jusqu'à ce que soudain un vieil homme avec une épée apparaisse pour mettre fin à cette situation. Et avec l'épée très près du cou de l'homme chauve, ce vieil homme a commenté qu'il attendait déjà le retour d'Aang. Alta reste en état d'alerte maximale et pointe son épée sur le vieil homme en raison de sa présence intimidante. Cependant, Aang écarte le protagoniste et présente le vieil homme comme la plus haute autorité de sa guilde, l'épée du salut. C'est le maître de guilde nommé Gili niveau 200. Alka, à son tour, ne sait toujours pas comment se comporter, surtout que le vieil homme semble très en colère en lui parlant. Quoi qu'il en soit, Gili demande si le garçon est l'aventurier qui a protégé Aang du roi dragon noir, ce que tout le monde entend avec une surprise collective que cette rumeur pourrait être réelle. De plus, avec la même expression irritée, le vieil homme montre qu'il sait aussi qu'Alka s'est occupé du fugitif Baldr à la surprise du héros. Pour expliquer, Aang révèle qu'il devait être prudent avec la commission et a signalé Baldur au maître et à la direction centrale. Il y avait un fait que cet aventurier avait laissé le monstre au bord de la mort. Cependant, comme c'est le protagoniste qui a détruit le noyau et que Baldur avait une intention malveillante derrière cela, l'argent leur a été versé. Ces derniers jours, Gili s'était absenté de Doremu pour affronter un monstre et un endroit éloigné, et il a reçu le rapport d'Ain par message magique pendant qu'il était là. Mais quand il est revenu, malheureusement, il est tombé sur un tas d'idiots qui blâmaient le survivant sans même prendre la peine de connaître les détails de ce qui était arrivé à l'équipe d'attaque. En ce qui concerne le deuil ou le regret de la perte de la famille et des amis, le vieil homme déclare qu'il n'interférera pas. Cependant, Gili crie qu'être un aventurier, c'est protéger la paix au prix de sa propre vie. En entendant cela, le protagoniste relie cela au discours d'Ain lorsqu'il a embrassé le lapin. Revenant au discours du vieil homme, il dit que les guerriers sont morts en faisant exactement cela. Mais faire porter le blâme à qui que ce soit d'autre est une insulte à tous ces hommes et femmes qui ont risqué leur vie, ce qui laisse tout le monde silencieux. En fin de compte, cela dissipe le malentendu. Alors le protagoniste demande si Gili est de leur côté, et Aang est d'accord,
mais précise aussi qu'il n'est pas si tendre. Cela devient clair quand vient le moment de la réprimande d'A1 car Gilly annonce simplement que le garçon est expulsé de la culpabilité. Évidemment, le protagoniste est indigné par cela, et le garçon devient très triste. Cependant, même s'il s'agit d'un malentendu, le vieil homme déclare qu'il n'y a aucune excuse pour le manque de compétences du garçon. Ainsi, le chef incompétent qui a anéanti toute une équipe ne peut pas rester dans l'épée du salut, qui est la guilde la plus prometteuse de Doramu. Malgré l'indignation initiale, le héros parvient à comprendre ce que signifie être la guilde la plus puissante. Et puisqu'ils en sont fiers, A1 accepte sa condition sans protester, mais demande à faire une requête avant de partir, ce que Gilly accepte d'entendre. Ce qu'il veut en fait, c'est recommander le protagoniste comme membre de l'épée du salut. À la surprise d'Alka, l'ancien chef tient à le féliciter, en disant que c'est un aventurier prometteur qui a définitivement des compétences. Et il déclare avec un sourire que même s'il est expulsé, il n'a pas à s'inquiéter de son avenir, alors Gilly est d'accord. Mais juste à ce moment-là, Alka crie qu'il devra refuser, ce qui laisse son compagnon confus quant à la raison. Alka comprend que l'expulsion d'Ain de l'épée du salut est peut-être inévitable. Cependant, sans mâcher ses mots, le protagoniste déclare qu'une guilde qui coupe ainsi les membres précieux n'est pas un endroit où il veut être. Essayant de calmer Alka, l'ancien chef commence à énumérer tous les avantages qui seront accordés au héros s'il se joint. Et de plus, il précise que pour rester actif en tant qu'aventurier, il faut appartenir à une guilde. Alors notre héros a demandé si tout ce qu'il avait à faire était de rejoindre une guilde. Et si c'est le cas, il décide qu'il en créera une de ses propres mains afin qu'ils puissent tous les deux se joindre. Pendant un certain temps, les deux garçons commencent en fait à se promener dans la ville à la recherche d'un endroit jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à l'endroit où le quartier général de la guilde des héros peut être établi. Cependant, en arrivant là-bas, leurs expressions sont une surprise au lieu du bonheur à cause de l'état de l'endroit. Alka demande même si c'est vraiment le bon endroit, mais A1 répond avec un sourire sur son visage que oui. En fin de compte, ce sera l'endroit qui formera leur base pour l'instant. Ce ne sera pas seulement le point de départ de notre héros, mais aussi un nouveau départ pour A1, qui, malgré les problèmes de la journée, est assez heureux que le protagoniste ait décidé de l'amener dans sa guilde, ce qui ne semble pas différent de ce que ressent le protagoniste. Juste au moment où il a déclaré qu'il créerait sa propre guilde, le héros a regardé Ain, qui venait d'être expulsé, et a recruté le garçon immédiatement sur place, ce qui, bien qu'étrange, Gilly n'est pas intervenu. De retour au présent, le protagoniste commente qu'il croit avoir encore beaucoup à apprendre d'Ain. Il a donc demandé au garçon de lui enseigner toutes ces choses afin qu'il puisse devenir un grand aventurier. Et ainsi, les deux se serrent la main, marquant le début d'un nouveau chapitre. Laissant ces questions de côté en entrant dans le nouveau quartier général de la guilde, Alka commente qu'ils doivent d'abord faire quelque chose pour cet endroit. Cependant, A1 lui rappelle que ce n'est pas un endroit officiel et qu'ils n'ont pas non plus d'argent. En fait, il est déjà très reconnaissant qu'ils aient réussi à prendre un peu de l'argent restant de la récompense, car il est expliqué que la plupart de l'argent qu'ils ont reçu pour avoir vaincu le destructeur de flammes a été donné aux familles des aventuriers décédés, ce qui était apparemment le plan de l'ancien chef depuis le moment où il est allé réclamer la récompense. Au final, il ne reste plus que quelques pièces d'or pour les deux. Et lorsque le protagoniste ouvre l'un des placards, la poussière crée un nuage autour de son corps, ce qui le fait beaucoup tousser et fait éclater de rire Yann. Ainsi, Alta comprend que la priorité est maintenant autre chose. Il attrape rapidement une serpillière avec un seau d'eau, et les garçons se préparent à nettoyer l'endroit. En tant qu'aventuriers puissants, ils ne prennent pas leur travail à la légère. A1 demande au héros d'être prudent, mais il est déjà trop tard car il glisse sur le sol mouillé et tombe sur le dos avec une serpillière atterrissant sur sa tête. Pourtant, même dans une situation comme celle-ci, Alka garde sa bonne humeur et rit de son propre malheur. Après tout, tant qu'il peut utiliser l'absorption de niveau, tout ce qu'il a à faire est de se battre. De plus, pour le protagoniste, parfois une journée comme celle-ci pourrait ne pas être si mauvaise. À ce moment précis devant la guilde, deux personnes se présentent et ouvrent brusquement la porte, demandant la permission, ce qui laisse les garçons confus. De façon inattendue, ces personnes sont les filles du village de Rekle, Mille et Léla. Mille, à son tour, crie en demandant comment le héros a pu les laisser derrière, et Léla est d'accord. Finalement, les deux font pression sur le protagoniste pour qu'il leur donne une explication. Pendant ce temps, pendant la journée, des chevaliers courent désespérément à cause d'une urgence. Et alors qu'ils approchent de l'entrée du château, ils crient à quiconque peut aider de venir à la porte ouest. L'un des guerriers appelle même les gardes de la ville à l'aide, ce qui les laisse confus. Cependant, le danger était déjà certain car le fait était qu'un terrible monstre était apparu avec une armée à la porte ouest. Cet horrible monstre ressemblait beaucoup à une araignée et devant les gardes de la ville. Un guerrier local qui avait été capturé par la bête, malheureusement, même en pleurant et en demandant de l'aide, a été éliminé sur le champ et dévoré, générant des sons qui ont au moins terrifié les guerriers. C'était la première démonstration de la puissance du monstre. Étant plus grand que les murs, son rugissement a clairement indiqué qu'il ne s'arrêterait pas là. De retour au quartier général de la nouvelle guilde, les filles demandent une fois de plus pourquoi notre héros est parti sans leur dire car elles veulent une explication complète.
Alors Alka se prépare à trouver une bonne excuse. Mais à ce moment précis, quelqu'un frappe à la porte, attirant l'attention de tout le monde. C'est un appel urgent de l'extérieur à cause du grand monstre qui est apparu à la porte ouest. Un guerrier qui est désespéré, crie à tout aventurier disponible de se dépêcher et d'aider. Alors Alka appelle son ami, qui en comprenant la situation commente immédiatement qu'il devrait y aller aussi. Ainsi, Alpa se tourne vers les filles et concernant la raison de quitter le village, c'est qu'il donnera l'explication complète plus tard. Mais pour l'instant, il leur a demandé de rester là et d'attendre pendant qu'il s'occupe du problème, car ce sera son premier emploi dans la ville administrative du sud appelée Doramu. À ce même moment à la porte ouest, les gens tombent dans le désespoir en voyant l'énorme nombre de monstres. Après tout, c'était quelque chose qui est apparu juste devant Doromu de nulle part. Et le chef de cette armée de petites bêtes est une sorte d'être maudit de niveau 210. Ce type chauve du nom de Bill, se bat contre des squelettes de niveau 20 et les détruit naturellement sans aucun problème. Cependant, le problème était que plus il en détruisait, plus il semblait que des squelettes étaient vaincus. Pourtant, Bill avance avec toute cette puissance et en bat encore une horde avec une seule attaque. Après les avoir achevés, l'homme chauve a demandé à un garde où était Gilly et a entendu dire que le vieil homme avait dit qu'il était en route. Quoi qu'il en soit, Gilly est en retard car à ce rythme, une ligne de front sera détruite. Mais le pire problème a maintenant été ressenti par Bill car juste derrière lui, cet énorme monstre est apparu. Et malgré la peur, l'homme chauve se met simplement à rire, d'autant plus que plusieurs cycles d'énergie ont été créés, rendant impossible toute réaction. En fin de compte, tous ces soldats et aventuriers ont été acculés par la puissance du monstre, et Bill et les autres ont été capturés par ces sphères d'énergie en expansion, ce qui a rendu certains d'entre eux incapables de bouger. Heureusement, ce n'était pas une attaque mortelle, mais l'homme chauve remarque que cela semble être une malédiction démoniaque. Un type de malédiction puissant qui commence par engourdir le corps jusqu'à ce qu'il corrompe la victime. Face à cela, un squelette se met à rire, pensant que le combat deviendra beaucoup plus facile pour eux. Et comme il sent que son corps est à peine construit, il se sent dégoûté à l'idée qu'il puisse être tué par ces ordures. Cependant, cela ne s'est pas produit car au dernier moment, notre héros est apparu, la menace et s'est placé devant l'aventurier. Avec la compétence d'armure, le niveau est absorbé, alors Alka appelle Aion, qui répond tout en battant plusieurs squelettes. Alka voulait l'appeler pour l'avertir qu'il allait commencer à monter de niveau maintenant. Cependant, bien qu'il ait déconseillé cela auparavant, la situation actuelle était une exception. Ainsi, en un instant, le protagoniste bat plusieurs squelettes pour absorber leur pouvoir jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 250. Une fois cet objectif atteint, A informe qu'Alka peut lui amener les petits monstres, disant qu'il ira bien seul. Alors Alka comprend et commence à libérer une partie de sa puissance, faisant rugir le monstre pour tenter d'affirmer sa domination. Il semble que ce soit un monstre cracheur de malédiction qui a déjà affecté de nombreux aventuriers de la ville. Les deux avec un sourire sur son visage, le protagoniste saute par-dessus, disant que maintenant c'est au tour de la bête d'être maudite. Et il dit ironiquement que le monstre a de la chance car apparemment il aime les malédictions. Dans la ville administrative du sud de Doramu à la Portaie, Gilly marche dehors en dégageant son immense aura. D'après ce qu'il a entendu, des monstres sont apparus à la porte ouest. Mais après avoir entendu à quel point la porte était bruyante, il a décidé de regarder de plus près. Et là, il a trouvé un autre énorme nid de monstres à l'endroit, tout comme de l'autre côté. Comme il fait face à un puissant aventurier, le monstre rugit bruyamment. Et ainsi, la bataille entre l'aventurier de niveau 200 et le monstre de type malédiction de niveau 210 devient imminente. Étonnamment, cette copie de monstre a également une armée de squelettes. Et Soudan se prépare à utiliser toutes les malédictions qui ont été démontrées auparavant, maintenant toutes visent le vieil homme. C'est pourquoi Gilly loue le fait que le monstre ne se retient pas même contre un seul aventurier. Mais le vieil homme déclare également que puisqu'il est son ennemi, ce sera dommage car peu importe le nombre qu'il y a dans l'armée, cela n'égalera jamais sa puissance. Dégageant de la puissance, Gilly active sa compétence épique appelée Descente des démons. Au moment où les monstres le chargent, il déclare que leurs vies se termineront dans 15 secondes. De retour à la porte ouest où notre héros saute par-dessus le monstre, il réaffirme qu'il a effectivement de la chance et frappe la bête avec son épée juste dans la zone de la tête. En ce moment, notre héros est au niveau 250 et est au milieu d'un duel contre un monstre de niveau 210. Alors qu'il atterrit sur le sol, le protagoniste coupe rapidement l'une des pattes de l'aberration avec facilité. Ensuite, l'armée de squelettes se positionne derrière lui pour tenter une attaque sournoise. Cependant, le protagoniste remarque avant qu'il ne puisse réussir et en bat un avec une attaque à l'épée et un autre avec un coup de pied. De plus, le troisième et dernier squelette a son épée attrapée par le héros qui s'en moque, disant que le monstre n'a aucun pouvoir pour changer le cours de cette bataille si c'est censé être une attaque sérieuse. Une fois de plus, Alka absorbe les niveaux de tous, ce qui le porte au niveau 290 à la terreur des squelettes. Le monstre maudit rugit aussi fort qu'il le peut de douleur et essaie d'attaquer notre héros de différentes manières, mais il esquive toutes les attaques. Ensuite, ce monstre lance plusieurs malédictions, et a un cri à Alka de ne pas laisser ses sphères le toucher.
Bien que quelque chose comme ça n'ait même pas besoin d'être dit car le protagoniste a enfoncé son épée dans le sol, créant une énorme barrière de lumière. Et avec quelque chose comme ça, définitivement aucune malédiction ne pouvait l'atteindre. Bill, à son tour, même sans pouvoir bouger, regarde le combat incapable de croire ce qui se passe. Après tout, pour lui, cela n'a aucun sens qu'Alka soit le même type qu'il a combattu il n'y a pas si longtemps. Finalement, le protagoniste parvient à causer des dommages importants au corps du monstre, le faisant tomber face contre terre. Ensuite, très près du visage de la bête, le héros demande s'il est satisfait de tout le chaos qu'il a causé. À ce moment-là, il en avait déjà maudit beaucoup, alors le héros a commenté qu'il ne voulait pas dire de répondre. Car peu importe ce qu'il disait, le monstre était destiné à mourir maintenant. Dans son dernier souffle, le monstre maudit bouge ses yeux sauvagement à la surprise du héros, ce qui fait que d'innombrables malédictions sont lancées dans les airs. Alka, à son tour, commente que peu importe ses efforts, il ne pourra jamais le frapper. Cependant, le monstre continue de rire, surtout parce que la cible visait en réalité les personnes à l'intérieur des murs. Malheureusement, Alka réalisa trop tard qu'il avait baissé sa garde, alors il bat rapidement le monstre. Mais toutes ces malédictions restent actives, et leur destination était la ville de Doramu. Soudain, à l'intérieur des murs, toutes ces malédictions ont été vues dans le ciel par les citoyens. Et c'est à ce moment-là que notre héros réalisa qu'il ne prêtait pas attention au véritable objectif du monstre. Après avoir vaincu la bête maudite et absorbé le niveau du propriétaire de l'armure, il atteint le niveau 500. Cependant, Ain commande toujours que la situation est assez mauvaise. Après tout, la malédiction utilisée par ce monstre n'était pas une malédiction courante, mais une soi-disant malédiction démoniaque, qui est un type spécial difficile à briser. De plus, si elle n'est pas traitée correctement, elle paralysera tout le corps, conduisant finalement la personne à la mort. Ain est sûr que de nombreuses personnes à Doramu ont déjà été affectées par cette énergie démoniaque. Alors Alka demande s'il y a quelqu'un dans la ville capable de briser cette malédiction, ce à quoi le garçon répond, oui. Cependant, même au sein de la guilde de l'épée du salut, il n'y a que 3 personnes avec le pouvoir de le faire, ce qui a rendu le protagoniste désespéré car il y en a si peu dans une si grande ville. Et Ain ajoute alors que ces 3-là seraient les seuls capables de faire quelque chose. Soudain, 2 guerriers approchent en courant, demandant si tout va bien. Rapidement, le premier d'entre eux tend la main, disant qu'il brisera la malédiction. Et juste après, le second s'agenouille pour aider avec ses pouvoirs également. Le premier appelle Mina, disant que bien que la malédiction soit assez forte, il pourra la briser. Puis une autre personne apparaît, disant qu'il devrait se dépêcher et faire ça pour tout le monde car elle ne laissera personne mourir. Voici Mina, une mage de haut rang de la guilde de l'épée du salut. Face à tout cela, Ain analyse la situation où les 3 personnes les plus compétentes sont là. Et, évidemment, il devient assez inquiet car il n'y aura aucune aide venant de l'intérieur. Bien qu'il soit nécessaire de se disperser, Mana peut à peine gérer le pouvoir de la malédiction sur une seule personne. Et, malheureusement, elle réalise que cela prendra du temps, même si elle réussit. Pourtant, elle sait aussi que les aventuriers ne sont pas les seuls à devoir sauver les autres, car ils doivent aussi se soucier des habitants de la ville. Mais soudain, un rayon de lumière est lancé par le protagoniste vers Bill, le consumant entièrement à la surprise de Mina. Le héros savait que s'il se faisait remarquer davantage, les aventuriers de classe calamité le remarqueraient. Cependant, bien qu'il en soit pleinement conscient, il ne voulait pas être le genre d'aventurier qui refuse de sauver les autres pour une chose aussi insignifiante. La tentative de conversion de niveau est un succès, et la nouvelle compétence épique est acquise. Il s'agit de la brisure de malédiction dorée, qui libère la balle dorée qui disperse toutes les malédictions. Et face à cela, le héros, maintenant niveau 350, demande s'il a bien fait, ce à quoi Ain répond évidemment oui. Sans plus discuter, le protagoniste étend sa main pour lancer un barrage de ceux-ci de chaque bout de ses doigts. Et aussi simple que cela puisse paraître, il supprime la malédiction de tous les aventuriers à proximité. Mana ne peut naturellement pas croire qu'une malédiction aussi dure soit brisée si facilement. Alors elle demande qui est le protagoniste, mais il répond qu'ils en parleront plus tard. Après tout, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent à Doramu, et à ce sujet, il demande si la fille vient avec eux ou non, ce qui fait que Meta non seulement accepte sans réfléchir, mais crie aussi qu'elle se joindra à cause de sa fierté de mage la plus forte. Par conséquent, Alka semble heureux de cela aussi, et ainsi une autre rejoint le groupe du héros. Déjà à l'intérieur des murs, le protagoniste remarque à quel point la situation est désastreuse puisque la malédiction est répandue dans toute la ville. Dans ce cas, Alka leur a demandé de commencer à travailler immédiatement, d'autant plus qu'il s'engage à sauver la ville de Doramu. Alka ouvre la fenêtre du système et demande à l'armure des abysses si la préparation est prête. Dans la section de demande d'armes, il demande les ailes sacrées offrant la compensation nécessaire. De plus, le protagoniste accède à l'épée sacrée complétant la conversion d'armes. Pendant ce temps, à ce moment, un rayon de lumière bleue clignote en un instant. Et de cette aura intimidante, Gilly émerge indemne après une confrontation unilatérale de son côté malgré la différence de niveau. Inévitablement, le vieil homme arrive à la porte et tombe sur toute la situation. Malheureusement,
la ville avait été complètement recouverte par la malédiction démoniaque. À l'intérieur, cependant, Alka travaille à pleine vitesse pour sauver les gens de ce destin cruel. Et avec l'épée sacrée, il parvient à affecter un bloc entier avec le pouvoir de la guérison. Maïna, à son tour, monte vers un citoyen pour lui demander s'il va bien, et incroyablement, il répond qu'il va bien, ce qui prouve que la malédiction démoniaque a été complètement supprimée, laissant la fille extrêmement excitée. À ses côtés, A1 commente qu'il y a trop de gens affectés par cela. Donc à ce rythme, peu importe les efforts du protagoniste, car le temps sera écoulé avant qu'il ne puisse sauver toute la ville. Tôt ou tard, il y aura des victimes, et Alka fait tout ce qu'il peut pour englober autant de citoyens que possible. Cependant, même après avoir travaillé si dur, seule une petite partie de la ville a été libérée. Dans cette situation, le héros a demandé à l'armure s'il existe un moyen d'utiliser sa capacité sur une plus grande zone. La question du propriétaire est reçue par le système, qui offre une solution. Le système recommande l'utilisation du convertisseur d'armes, qui est une fonction dérivée de la conversion de niveau. Il est expliqué qu'en payant les coûts de niveau, l'effet d'une capacité épique peut être amplifié en utilisant une arme spéciale. Par conséquent, une fenêtre apparaît montrant la compétence qu'un héros possède, qui combine les ailes sacrées avec le briseur de malédiction. Pour obtenir une arme, le héros doit dire la phrase suivante, « Arme à obtenir », et le mot d'activation est demander des armes. Ainsi, le protagoniste invoque son épée sacrée et active la conversion d'armes, créant une fusion entre les ailes d'ange et l'épée. Avec la capacité de brisure de malédiction dorée à sa pleine puissance, le héros pointe vers le haut avec l'ordre de détruire toutes les malédictions. Sous la forme d'une flèche, une énergie sacrée émerge et suivant déjà les ordres du propriétaire, commence à se déplacer à travers la ville, s'arrêtant à chaque citoyen en cours de route. Cette fois, le pouvoir du protagoniste est suffisant pour affecter tout Doromu. À cause de cela, les compagnons du héros courent pour lui parler. Mina demande si c'est vraiment une épée sacrée. Elle veut savoir si le héros est réellement un aventurier ou peut-être un saint. Cependant, Alka rejette la deuxième option, se présentant uniquement comme un aventurier qui fait ce qu'il peut pour sauver la ville, laissant la fille émerveillée. Quoi qu'il en soit, et Alka appelle Ain, disant qu'il doit lui parler de quelque chose concernant cette situation. Le héros, qui est définitivement allé trop loin cette fois. Alka semble froid car même si c'était pour le bien de la ville, si les choses continuent ainsi, tout le village le remarquera. Alors avec un maximum de désespoir, le héros demande à An ce qu'il devrait faire. Mais dans ce cas, le garçon regarde une personne qui pourrait résoudre le problème. Et sans même réfléchir à deux fois, il suggère de demander de l'aide à Mana. Quelque temps plus tard, dans la ville, devant un important quartier général, plusieurs personnes commencent à parler de ce qui s'est passé. Et inévitablement, ils deviennent très excités, attendant qu'une certaine personne sorte de la porte. Alors pour le moment, Mena apparaît à tout le monde. C'est comme un ange descendant du ciel. L'un d'eux peut à peine retenir son sourire en voyant celui qui a sauvé Dara de la malédiction démoniaque. Mena est maintenant appelée la Sainte Dorée par les citoyens, ce qui, même si c'est un compliment, laisse la fille tellement embarrassée qu'elle crie de honte. Il y a quelque temps, au Conseil central de gestion des aventuriers, Mena les a informés que c'était elle qui avait dissipé toutes les malédictions, comme Alka l'avait demandé. Alors le protagoniste l'a remercié et n'est pas devenu le héros qui a sauvé la ville parce que la suggestion d'A1 a été faite pour que la mage reçoive tout le crédit pour avoir supprimé la malédiction. Mena, à son tour, a dit que falsifier un rapport pour le Conseil central n'était pas exactement acceptable. Par conséquent, Alka s'est excusé, mais puisque le garçon avait en effet sauvé tout le monde dans la ville, Mana était heureuse de pouvoir au moins rembourser avec sa faveur puisqu'elle voulait faire de son mieux pour l'aider. Dans ce cas, A1 a commenté que ses paroles étaient tout à fait admirables. Mais changeant de sujet à cause d'un certain bruit, il a averti qu'il semblait que des gens étaient venus voir la Sainte Dorée qui avait sauvé la ville. Évidemment, Mena crie de ne pas être appelée ainsi, mais A1 dit que faire cela est très important. Pour s'expliquer, comme la fille est l'une des meilleures aventurières de la ville, il n'y a rien d'étrange à ce qu'elle soit la sauveuse, et c'est pourquoi ils doivent donner l'impression la plus forte possible. S'ils peuvent répandre l'idée à tout le monde à Doremu qu'elle est la Sainte Dorée qui a sauvé la ville, cela détournera certainement l'attention d'Alka. Et pour cet objectif, l'aventurier annonce qu'ils vont monter un spectacle spectaculaire. Mena, à son tour, est confuse car elle n'avait rien entendu parler d'un spectacle, et Alka se demande si son ami est sûr de cela. Alors A1 sourit en disant qu'avec le pouvoir du héros, il sera possible de faire croire à tout le monde à cette histoire. La fille ne s'attendait certainement pas à quelque chose d'aussi grand, mais sans s'en soucier, A1 l'a simplement attrapée par le bras. Et dans un endroit plus calme, il lui a dit qu'il voulait faire d'elle la lumière dorée qui a sauvé la ville. Dans ce cas, Alka lancerait un tas de projectiles anti-malédiction dorés sur elle, lui accordant une lueur dorée pendant un certain temps. Mais malgré le plan qui semble trop simple pour être vrai, Mena demande si ce qu'ils disent, c'est quelle sera la cible de la capacité. Alors le héros s'excuse parce que c'est exactement ça, tout en lui assurant que c'est inoffensif pour les humains. Dans tous les cas, si la fille continue à s'y opposer, le héros est prêt à s'arrêter. Cependant, puisqu'elle avait déjà dit qu'elle ferait de son mieux pour aider,
Minho s'offre une fois de plus à faire tout ce qu'il faut. Encore douteux, le héros demande si elle est sûre. Mais comme il n'entend aucune réponse, il la remercie simplement. Et pour honorer cette détermination, il dit qu'il fera de son mieux, tirant déjà un souffle d'énergie qui envoie le chapeau de la fille voler. Et c'est de cette façon, avec la magie de rupture de malédiction dorée du héros en plein essor, que Mina est apparue à l'extérieur pour être louée par la population. Tout en regardant tout, A1 demande si le héros pourrait déplacer les ailes un peu plus vers la gauche. Alka dit alors au garçon de ne pas être ridicule car ses pouvoirs ne sont pas censés être utilisés comme ça. Quoi qu'il en soit, le héros commente qu'il est de plus en plus convaincu qu'Ain est quelqu'un qui aime vraiment jouer. Mais revenons à l'objectif principal. Avec cela, le protagoniste croit qu'il sera en mesure d'éviter d'attirer l'attention